Bonjour à tous. Je m'appelle Raoul Belzo, je suis psychiatre de l'adulte, professeur à la faculté de médecine de Montpellier. Je travaille au CHU de Montpellier, au centre hospitalier de Béziers. Je suis ravi de partager avec Agnès Oud cette conférence. Agnès est médecin généraliste, alors pas à Montpellier, hein, à Perpignan ou à côté de Perpignan, je ne sais plus à À quel... Cavestany, à Ah, c'est côté de à Perpignan. Cavestany. Mais effectivement, aussi universitaire dans la même université. On a la chance de travailler ensemble, d'interagir. Je pense que c'est important, effectivement, et on va aborder les choses sous trois angles, et ça peut être l'occasion de trois périodes distinctes avec des questions spécifiques. La première partie de la discussion va porter finalement sur toute la période, pardon, qui va concerner le parcours de soins avant le diagnostic. Et là, on discutera avec Agnès de qu'est-ce qui se passe, quelles sont les difficultés, comment on peut améliorer ça. Le deuxième chapitre, on va dire, où il peut y avoir un pool de questions un petit peu différent, ça sera le parcours de soins et que devient la relation et le lien avec le médecin généraliste quand on a un diagnostic et qu'on on est pris en charge par peut-être des structures spécialistes et comment on fait pour voilà, pas s'éloigner du médecin généraliste, à quoi ça sert, etc. Puis une troisième partie peut-être plus spécifique sur la question des soins somatiques parce que c'est un enjeu spécifique et on va le redire, hein, mais évidemment, c'est un trouble qui va d'abord toucher les adultes jeunes ou les grands adolescents, avec peu de comorbidités ou de problèmes de santé, mais avec l'âge, les choses peuvent éventuellement se cumuler. Donc, on abordera ça donc, dans une troisième partie. Et ce que je propose aux organisateurs, c'est qu'on fasse voilà, des petits temps de discussion si jamais il y a des questions sur ces trois parties. Euh, et puis d'abord, je voulais dire un mot et remercier Argos d'être aussi dynamique et aussi actif sur la scène nationale sur la question des troubles bipolaires. Le travail qu'ils font est extrêmement important. C'est des relais très stratégiques, je vais dire, entre ce qui se passe dans les hôpitaux, ce qui se passe dans les hôpitaux universitaires, ce qui se passe dans les soins et ce que vivent monsieur et madame tout le monde. Et je trouve que c'est super important qu'il y ait des associations qui arrivent à porter ces voix-là, la voix des usagers, mais aussi de leur famille et puis de tout ce qu'on peut, de comment on peut interagir. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux si vous êtes là un peu par hasard. Ils proposent beaucoup, beaucoup de choses. Ils auront l'occasion de vous le répéter. Et quelque part, ces conférences sont aussi l'occasion parfois de se donner, voilà, de faire un peu de la pub pour ce travail associatif qui est fondamental. Alors Alors, aujourd'hui, on va parler... excusez-moi, juste, Oui, c'est allez-y, pour bien sûr, pardon. préciser aux personnes qui ne connaissent pas le fonctionnement des conférences Argos, si vous avez une question à poser, posez-la bien dans la Q&R et pas dans le chat. Comme ça, ça nous permet de relayer ensuite à nos deux médecins ici présents. Donc, bien noter les questions sur le Q&R. Voilà, merci. Alors, on va parler du trouble bipolaire. Alors, peut-être que beaucoup de gens qui sont connectés ce soir ou qui réécoutent en replay la conférence ont une connaissance assez précise de ça, mais je vais quand même rappeler très très vite de quoi on parle. Donc, un trouble bipolaire, c'est un trouble de l'humeur. Un trouble de l'humeur, c'est un trouble qui entraîne des altérations périodiques, cycliques, mais répétées, de l'énergie, de l'humeur, du sommeil, du niveau d'activité. Et le trouble bipolaire, il est caractérisé par trois grandes périodes. Des périodes de dépression, où l'humeur est dite dépressive, hein, où tout est vécu à travers un prisme particulièrement négatif, où on a l'abandon des choses qui nous intéressent, plus d'envie, le sommeil perturbé, l'appétit perturbé, etc. La dépression. La deuxième phase, qui est la plus spécifique, c'est ce qu'on appelle les phases d'exaltation, qu'on appelle les manies ou les hypomanies. Hein, alors, il ne s'agit pas, pour les gens qui ne sont pas familiers de cette terminologie, de petites manies ou de manies de rangement, hein. Il s'agit plutôt d'excitation, d'exaltation, de désinhibition, d'insomnie sans fatigue. Et puis, entre ces phases, ou alternativement, on a donc des périodes de rémission qui sont de plus ou moins bonne qualité. Et en fait, ce trouble bipolaire, il touche quand même beaucoup, beaucoup de gens. Il touche peut-être 3% de la population générale. C'est un trouble qui débute souvent entre l'âge de 15 et 25 ans, donc parfois un petit peu avant l'âge adulte, parfois au tout début de l'âge adulte, et il touche autant les hommes que les femmes.
Ce trouble, il est évidemment malheureusement potentiellement très grave parce que malheureusement les phases dépressives, les troubles de l'humeur vont s'associer à des risques importants. On parlera des risques somatiques en fin de conférence, mais malheureusement il y a aussi la question du risque suicidaire et de la mortalité par suicide. Sans parler des conséquences collatérales du trouble hein, qui vont faire que bah, parfois la vie est compliquée, la vie affective, la vie au travail, etc. Et donc, la première chose, c'est qu'est-ce qui se passe en fait avant d'avoir le diagnostic? Et malheureusement, ce qu'on sait et qu'on répète trop et qu'on n'a pas encore vraiment réussi à améliorer, c'est la question du retard diagnostique. Alors, il y a des retards diagnostiques dans beaucoup, beaucoup de maladies, hein, malheureusement. Mais alors, dans le trouble bipolaire, c'est assez spectaculaire parce que, on rencontre tous les jours des patients qui ont un diagnostic de trouble bipolaire qui est reporté parfois pendant plusieurs années, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes, il y a des moments de maladie, des épisodes, parfois même des hospitalisations, mais le diagnostic n'est finalement porté, n'est finalement verbalisé, formulé que quelques années après. Il faut savoir qu'en moyenne, c'est-à-dire vraiment la moyenne, c'est-à-dire ce qui arrive de façon à peu près le plus fréquemment, c'est 8 à 10 ans. Ce qui fait qu'on a des patients qui parfois vont passer même parfois plusieurs dizaines d'années avec de la souffrance, des prises en charge, des traitements et sans diagnostic. Et puis, heureusement, il y a des patients qui ont des périodes de latence de diagnostic beaucoup plus courtes. Et en fait, c'est la première chose que je voulais discuter avec Agnès, c'est euh, une des raisons de ce retard diagnostic, c'est que souvent le trouble bipolaire, il commence par la dépression. Et la dépression, bah, c'est une maladie qui est prise en charge par le médecin généraliste. D'abord, pour une raison simple, c'est que les gens, ils viennent pas consulter pour dépression, j'imagine. Enfin, tu vas nous expliquer ça, mais ils consultent pour quelque chose. Ils savent pas ce qu'ils ont. Ils sont dans un espèce de brouillard symptomatique. Et la dépression, c'est souvent le premier épisode. C'est souvent ce qui se passe d'abord. Je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus, Ben, Agnès? ben, moi, c'est vrai qu'en entendant déjà la thématique, je t'entends bien exposer les troubles bipolaires, mais j'avais aussi entendu troubles de l'humeur en général. Et c'est vrai que en étant généraliste, ben, c'est du quotidien. Il n'y a pas une journée où on ne voit pas quelqu'un qui présente des symptômes qui nous évoquent une dépression ou un trouble anxieux. Alors que je pense que le trouble bipolaire, comme tu le dis, on ne va pas forcément y penser tout de suite. Est-ce que, là c'est une remarque, après tu répondras, est-ce que c'est parce que les périodes d'exaltation qui sont peut-être plus caractéristiques dans notre tête, ben, la personne peut se sentir tellement en forme, même si elle dort pas, qu'elle vient pas forcément voir un médecin, c'est une question. Ce qui est sûr, c'est que le trouble de l'humeur et l'humeur dépressive avec la tristesse, le manque d'envie, la perte d'élan vital, la perte d'intérêt pour ses projets, comme tu l'as dit. Ça, c'est du quotidien. Et du coup, je pense qu'en tant que médecin généraliste, si on est à l'écoute de ça, on va essayer de caractériser une dépression en premier lieu. Et on va probablement pas tout de suite questionner sur un premier symptôme dépressif le fait qu'il y ait déjà eu des épisodes d'exaltation ou autre. Je me vois tout à fait me dire, interroger les gens, même un nouveau patient, sur s'il a eu des problèmes psychologiques ou psychiatriques, avec, par exemple, des périodes de dépression, en leur expliquant, selon eux, c'est quoi la dépression. Et je pense que je questionne pas systématiquement les périodes d'exaltation. Mm. Et donc voilà, c'est très fréquent. Et c'est vrai qu'on va penser, moi je vais penser, alors peut-être à tort, mais aux troubles bipolaires sur des épisodes dépressifs particulièrement sévères et ou récurrents, et où effectivement le contexte, la jeunesse, je sais pas. Alors qu'on sait que vu le retard diagnostique, on doit en rater et en voir qui arrive avec un certain âge. Mais c'est sûr qu'à moins d'avoir des gens un peu sensibilisés, hein, des personnes sensibilisées qui vont se questionner elles-mêmes, je pense que c'est pas si évident pour nous, tellement le symptôme et ou le syndrome dépressif, mais les symptômes qui rentrent dans le cas d'une dépression sont fréquents. Oui, et on va pas aborder aujourd'hui hein, le fait que la dépression, c'est pas le motif de la consultation initialement, mais il y a déjà Alors, d'arriver. c'était ce que tu disais. Il y avait, Ouais. excuse-moi, il y a des gens qui viennent parce qu'ils disent que ça va pas et ils expliquent pourquoi ça va pas. Bien sûr, c'est souvent un, un concours de circonstances, c'est-à-dire qu'on va pas bien aussi parce que on a des événements de vie des fois qui sont compliqués à vivre, donc les personnes peuvent peut-être plus facilement rapporter ce qui, selon eux, cause leur mal-être.
des Mm, problèmes au travail, des problèmes de couple, mm, des problèmes du quotidien, l'ambiance actuelle, hein. Je pense que j'ai toujours vu, moi je suis à l'écoute de ça m'intéresse, j'ai toujours eu une grande proportion de patients qui ont des troubles de l'humeur, mais alors depuis la crise Covid, je pense qu'on en voit encore plus. mm, Donc mm, je mm, pense qu'on voit des gens qui vont nous dire des choses qui les inquiètent, et nous on va les questionner, Raoul, sur, mm. mais finalement quand vous dites que ça va pas, ou ils ont des symptômes qui évoquent peut-être des symptômes physiques ou de l'angoisse, voilà, comment vous vous sentez, comment vous voyez les choses, essayer d'interroger les personnes pour voir s'ils ont cette perte d'élan, la tristesse, le manque d'envie, les idées suicidaires qu'on questionne aussi. Certains arrivent directement en disant ça va pas, j'ai l'impression de faire une dépression, mais je pense que c'est quand même plutôt nous qui leur Ouais, parce que renvoyons ça. Mais ça nécessite un temps d'écoute, quoi. j'ai été étonné de voir ces chiffres que, par exemple, en soins primaires, presque 2 tiers des patients qui consultent pour dépression, finalement, consultent d'abord pour un symptôme physique. Mm. Et à la fois, ça m'étonne pas, mais Alors, c'est c'est vrai vrai que que je crois que peut-être que la différence ou la spécificité vraiment de la médecine générale, c'est quand même que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le temps était un peu notre allié, on peut les revoir. Vous, Mm, entre guillemets, j'imagine, même si la psychiatrie, c'est un peu spécial, mais le spécialiste, il le voit d'habitude moins souvent que nous. Nous, on est des soins primaires, ils peuvent venir nous voir. Donc, mm. effectivement, des fois, on les voit pour un symptôme de toutes sortes, parce que ça peut être accidentel, ça peut être un traumatisme. Et en le revoyant, voilà, on va voir apparaître des choses ou une manière de où le patient va exprimer son expérience vécue. Je crois que c'est le plus important. Il exprime son expérience et on va comprendre que ce symptôme initial, qu'on n'a peut-être pas vu, alors des fois, je pense que quand on connaît bien les gens, on le voit vite. Je pense que ça dépend du motif. Des fois, c'est en le revoyant aussi que le symptôme physique, bon, mais on va voir que finalement, c'était pas ça le problème, ou bien qu'il y avait ça, mais qu'il y avait un problème de l'humeur en plus. Parce que ce qui est fondamental finalement, c'est que vous avez entre guillemets la chance de connaître les gens. Si en théorie ils sont déjà suivis pour une chose ou pour une autre, et même si tu l'as pas vu depuis 2 ans, 4 ans, tu l'avais vu à l'occasion d'un C'est ça, certificat ou quoi, et c'est souvent l'effet de contraste. Moi, je dis souvent, un trouble de l'humeur, c'est un effet de contraste en fait. C'est-à-dire que la personne n'est plus comme elle était. c'est ça, Et c'est vrai que quand c'est totalement, on ne connaît pas la personne, elle débarque, on peut pas jauger. Mais par contre, c'est vrai que c'est tout l'intérêt de cette médecine de famille ou cette médecine c'est ça, du quotidien et de la vie, finalement, de suivre les gens pendant plusieurs années pour des problèmes très, très différents les uns avec les autres. c'est ça. C'est super important, quoi. Et c'est vrai que c'est important d'avoir un médecin traitant. Alors, c'est toujours facile de dire ça. Après, les gens nous disent, oui, mais on n'arrive pas à trouver et tout, mais ça a du Ouais, sens par rapport à tout ça. Ouais. c'est ça. Je pense que le problème actuel, et on en parlera dans le parcours, c'est pour nous aussi, on voit tellement de gens qui vont mal, tellement d'adolescents qui vont mal et pour lesquels on n'a pas de relais. Je Mm. peux parler d'une consultation tout à l'heure, enfin bref. Et voilà, une ado qui est scarifiée la tête aux pieds, bon, qui a accepté un traitement aujourd'hui, qui veut voir personne, mais chez qui je ne saurais pas où l'adresser. Donc bon, je pense que c'est pas ça. Mm. En tout cas, donc la première chose, si je résume, c'est qu'au final, c'est super important et de ne pas C'est séparer fréquent. non plus, parce que parfois, on a des patients qui disent, mais les affaires psychologiques, je les sépare, j'en parle pas. J'imagine que tu as dû voir ça déjà. Le médecin généraliste, c'est pour les problèmes de santé et le problème psychique, ou alors on y va un peu à reculons, on n'a pas trop envie d'en parler. Mais en tout cas, je pense que c'est vrai que c'est quand même un petit peu le premier relais pour identifier est-ce qu'il y a une dépression. Et après, c'est vrai que il y a des données qui sont un peu alarmistes parce qu'on voit que, il y avait une étude anglaise, par exemple, qui disait que en soins primaires, il y avait un patient sur 10 à qui on donnait des antidépresseurs chez qui on avait loupé le trouble bipolaire. Et donc, c'est vrai que tu le dis très bien, c'est que je pense que vous voyez tellement de gens qui ont des problématiques anxieuses, dépressives, que la question, c'est comment on fait pour capter le patient qui a besoin d'être identifié. Et aujourd'hui, les dispositifs, le temps que vous avez, les outils que vous avez permettent difficilement d'aller capter ce patient. Alors après, le suivi permet de faire le point. Et c'est vrai, ce que tu disais, c'est que le trouble bipolaire, c'est très majoritairement la dépression. C'est-à-dire, ça commence le plus souvent par de la dépression, ça s'exprime le plus souvent par de la dépression, et quand les symptômes d'exaltation, d'excitation s'expriment, chez beaucoup de patients, ça va durer quelques jours, être pas trop intense, ce qui fait que ça Ils ne passe vont pas les totalement voir. inaperçu. Alors C'est après, ça. il y a bien sûr, dans le cas du trouble bipolaire de type 1, les épisodes maniaques graves avec de l'hospitalisation qui posent moins de Pas problèmes trop de sur le problèmes. diagnostic. Mais parfois, avant même ça, il y a déjà toute une série de choses.
Après, je crois que ce qui est très important, c'est finalement d'en parler, c'est-à-dire que quand le public est sensibilisé, quand les gens sont sensibilisés, ben, on peut parler plus ouvertement de, déjà c'est la dépression c'est une maladie, et puis finalement ben, le trouble bipolaire, ça s'insère dans la démarche diagnostique, c'est pas un tabou de l'évoquer, et je pense que c'est ce qu'il faut dire. Il vaut mieux éliminer un trouble bipolaire que de pas en parler, par exemple, quoi. Il vaut mieux se poser la question et de Et, pas... et puis, pardon, si je peux me permettre, je pense deux choses. Tu disais, est-ce qu'ils n'osent pas dire au médecin, je pense que, ou est-ce qu'il faut dire le médecin généraliste, je ne vais pas lui parler de ça, je pense que ça dépend de la disponibilité d'écoute Mm. du Mm. médecin, et ça, ce sera valable chez n'importe quel praticien ou soignant. Et après, sur ce que tu viens de dire, dédramatiser le trouble bipolaire, je vois qu'il y a des questions en direct où on va pouvoir répondre après. Je pense que moi, je leur dis, ben, c'est surtout savoir s'il faut un traitement spécifique. Il y a, certes, on pourrait envisager que le trouble bipolaire fait peut-être plus peur ou est plus grave, alors que je pense que ça, c'est très individuel. Mais en plus, je leur dis, ben, la dépression, c'est la dépression et le trouble bipolaire se traite différemment. Donc, c'est des fois juste qu'on vous donne le bon traitement parce que ça marchera pas. Ouais, 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 non, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais pourquoi cette distinction elle est importante? Mais je crois qu'il y a une question qui va dans ce sens-là aussi, du coup, que j'ai lu un peu vite là. Mais c'est une distinction importante parce qu'on va pas avoir la même prise en charge pharmacologique et que les antidépresseurs vont être potentiellement délétères pour le trouble bipolaire. C'est-à-dire que, en théorie, si on a un diagnostic de trouble bipolaire, on ne doit pas prendre d'antidépresseurs parce que les antidépresseurs vont finalement aggraver potentiellement le cours évolutif de la maladie ou alors ne pas fonctionner du tout. Alors peut-être pour juste donner des détails un peu pratiques, mais qui sont intéressants à savoir, je pense, pour tout le monde, c'est que la dépression dans le trouble bipolaire ressemble à la dépression, jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas bien différente. Il y a quand même des petits indices ou des petits arguments qui doivent être un peu plus inquiétants. Par exemple, la dépression chez quelqu'un qui a un proche qui souffre de trouble bipolaire, ça doit nous alerter quand même. Et je trouve que c'est des messages intéressants à faire passer par les associations d'usagers. C'est pas pareil une dépression qui survient dans une famille où il y a déjà des cas de bipolarité par rapport à une dépression qui surviendrait dans des familles moins touchées par ce type de trouble. Et ensuite, mine de rien, la dépression, elle a une espèce de façon de se présenter un peu différente. Souvent, dans le trouble bipolaire, la dépression, elle est brutale. Elle démarre un jour et puis elle s'arrête un jour. Et c'est un peu bizarre, quoi. C'est On un off, peu, on ça tombe off. sur la tête. Mm. On sait pas d'où ça sort. Et puis tout d'un coup, voilà, tout se transforme, le monde se transforme. Et puis on ne sait pas pourquoi, un jour, on se lève et ça n'existe plus. Et ça, quand les patients rapportent ça, souvent on se dit, oula, ça, c'est quand même un peu atypique. L'autre élément que nous, on recherche souvent aussi, c'est ce qu'on appelle des caractéristiques atypiques, c'est-à-dire le fait que souvent dans le trouble bipolaire, la dépression, elle est avec une hypersomnie, on dort beaucoup, sans raison, sans médicaments ou sans cause qui induisent le sommeil. On a besoin tout d'un coup de dormir 12-15 heures alors que on est plutôt un petit dormeur habituellement. Et c'est des dépressions dans lesquelles, là aussi, sans médicaments, sans rien, les gens ont tendance à prendre du poids alors que habituellement, la dépression, c'est plutôt l'insomnie et l'anorexie, le fait de ne pas manger. Donc il y a des petits indices, mais ces indices sont très peu pertinents, très peu discriminants si on les prend enfin, si on les prend isolément hors d'un contexte. Mais bon, ça peut nous donner des indices. Euh, Après, je crois que c'est la question, c'est de dire effectivement pendant cette période-là, à quel moment on bascule. Et toi, Agnès, enfin, est-ce que tu as eu des expériences ou quel type d'expérience tu as fait de moments où tu as suivi un patient et tu t'es dit non, mais là, il y a quelque chose? Ou est-ce que c'est toi qui as fait ce diagnostic-là? Est-ce que tu penses que c'est le généraliste qui devrait le faire? Est-ce qu'on a besoin de s'appuyer sur un spécialiste? Comment ça fonctionne dans la vraie vie, en fait? Ah, si on avait des psychiatres tout le temps disponibles. Non, non, je vous taquine. Je pense on a tous, à mon avis, notre rôle à jouer. Euh, c'est sûr que vu la fréquence du trouble et le fait qu'il n'y ait quand même pas que des troubles bipolaires, même si tu nous dis qu'on en loupe sûrement, je pense que moi, ce qui peut m'y faire penser, alors plus facilement, tu l'as dit, si on connaît bien le patient, on connaît sa famille, il y a une famille avec des troubles de bipolarité, peut-être qu'on va y penser plus tôt. Il y a une question là-dessus. Est-ce qu'on interroge les gens sur les antécédents? C'est notre travail. Après, c'est toujours pareil. Quand vous voyez quelqu'un qui vient pour une angine, il y a 40 personnes dans la salle d'attente et il dit aussi je vais pas bien, il faut prendre ce temps d'ouvrir cette porte-là et tout le monde ne le fait pas. À la question, c'était comment on peut les À quel reconnaître. moment le diagnostic Voilà. il intervient dans le parcours Donc, avec le généraliste? moi, je pense que tu l'as bien dit. Autant, donc, déjà reconnaître un épisode dépressif, qui peut rentrer dans le cadre d'un syndrome dépressif ou d'un trouble bipolaire, un trouble dépressif ou un trouble bipolaire, et accepter un traitement s'il le nécessite, un traitement médicamenteux, ben, la mauvaise réponse au traitement médical ou le virage, entre guillemets, le fait que parfois les antidépresseurs
puisse favoriser parfois une certaine phase d'exaltation, ça peut nous y faire penser. Je pense que plus fréquemment, j'ai eu des cas de gens chez qui je me dis, mais ils restent dépressifs malgré un premier antidépresseur, un deuxième antidépresseur. Je leur dis toujours que en médecine générale, on va en essayer un, deux, et en fonction pardon, de la gravité des idées suicidaires, etc., ou de leur humeur, ben, je leur dis de toute façon, on va demander au psychiatre dès qu'on sent qu'on en a besoin. Quoi, hein. Pour moi, le psychiatre, il est là pour nous aider, nous, à trouver les bonnes molécules. Bien sûr, vous avez tout un tas de patients que vous suivrez vous complètement, mais je pense qu'on peut le faire à deux, initier les bons traitements spécifiques, effectivement, de la bipolarité. J'ai besoin de l'avis du psychiatre. Donc, pour moi, c'est le fait que mon traitement, il marche pas comme il marche pour les autres, Oui, le ça plus c'est un souvent. indice fort en fait, hein. C'est la trajectoire de soins, elle n'est pas simple. Mm, Et c'est un type de raisonnement que souvent vous utilisez, c'est-à-dire vous avez un raisonnement probabiliste, vous dites, bon, bah, a mm. priori c'est ça, et puis là ça marche pas comme d'habitude, et Après, ouais, voilà. Je pense que le on-off, il y a des questions toutes bêtes, en fait. J'ai entendu qu'il y avait, tout à l'heure, on parlait des dépressions différentes ou pas, mais je pense que poser la question de l'arrivée des symptômes brutalement ou pas brutalement, et peut-être sans raison ou pas sans raison, ça, je sais pas qui nous le dira. Voilà, c'est Alors des ça questions qui c'est un peuvent nous truc aider. vachement intéressant, et on essaye de désapprendre ça. Euh, En fait, il faut pas oublier que le patient, il a besoin de causalité. C'est-à-dire que Mais quand bien, vous vous ouais. cassez la jambe dans un escalier, vous maudissez votre escalier, quoi. Vous vous dites, mais c'est quoi cet escalier pourri et tout, et c'est la faute de l'escalier. Il y a toujours un coupable dans l'histoire. Eh ben, en C'est la fait, on faute des peut... mamots. Comment? Non, rien, j'ai dit une Oui, bêtise. ah oui, non. Mais en fait, sans parler de ça, quand quelqu'un a une dépression et qui reconnaît à peu près ces symptômes-là, comme n'importe quel être humain, finalement, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ben, j'ai ça à cause de quelque chose. Et c'est peut-être vrai ou pas vrai, mais le problème, c'est qu'on est des machines à fabriquer du sens, quoi. Donc nous, on se dit, ben, je suis déprimé parce que je suis pas content dans ma vie professionnelle, affective, amoureuse, que sais-je. Et donc, c'est un problème parce que vous fabriquez du sens, mais ça ne veut pas dire que c'est des causes. Vous donnez des explications, mais encore une fois, votre escalier, le médecin, il va pas le traiter, il va vous traiter la jambe cassée. Et ça, moi, j'essaie quand même de dire attention, méfions-nous, hein, parce que le sens qu'on donne aux choses, ça peut masquer les choses, en fait. Et même dans le trouble de l'humeur bipolaire, qui est plutôt une maladie très, très endogène, où on se dit, il y a des facteurs de risque environnementaux, mais il y a aussi des facteurs de risque familiaux, comme on le disait. Ben finalement, c'est comme n'importe quelle personne, on fabrique du sens aussi. Et on voit les gens, parfois ils nous racontent, parce que nous on les voit plus tard, comme je disais, hein, de toute façon, forcément, quand ils n'ont pas le diagnostic, on les voit pas. Mais quand on les voit 10 ans plus tard et qu'ils nous racontent leur parcours, souvent ils nous disent, je dis, ça a commencé quand? Ils nous disent, non, non, mon premier épisode c'est à 22 ou 25 ans. Et puis quand on creuse l'histoire, en fait, ils nous disent oui, bah, au lycée, ça a été super dur pendant 6 mois parce que je me suis fait larguer. Je fais ah bon, mais 6 mois, c'est long. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'allais plus à l'école et tout. Je fais ah, c'est bizarre ça. Mais c'est contextualisé. Et le contexte, parfois, c'est un peu l'ennemi du diagnostic, en fait, parce que ça nous renvoie vers des conditions, conditions de travail, conditions de vie, conditions amoureuses, alors qu'au fond, bah, il y a déjà un processus qui se met en place et du coup, le temps nous échappe, hein. Les épisodes passent et puis l'aspect terrible de ce type de pathologie, c'est qu'elles sont parfaitement réversibles toutes seules. Et donc, les cycles, ils s'enchaînent. Et puis, il y a des périodes d'intervalle libre où on oublie. Et je veux bien le comprendre parce qu'il y a rien de plus désagréable que ces moments-là. Donc, on préfère les mettre de côté. Et puis, les médecins, alors les psychiatres, ça c'est sûr à 100%, mais tu me diras les médecins, mais il n'y a rien de plus, enfin, qui entraîne le plus de biais de raisonnement diagnostique qu'un patient qui va bien. C'est-à-dire que le jour où un patient vient te voir en te disant, écoutez, je crois que je suis bipolaire, il m'est arrivé ça, mais là, je vais vachement bien, ben, notre premier réflexe, c'est de dire, ah, bah, si vous allez bien, surtout, on bouge rien, on va pas, parce que des fois, c'est ça, hein, on a cette espèce de truc de dire, ah oui, mais je voudrais pas diagnostiquer par excès. Nous, on est infiltré de ça, hein, vous diagnostiquez tout le monde, vous dites que tout le monde est bipolaire, vous voulez psychiatriser toutes les difficultés, etc. Alors, je ne sais pas si tu as cette expérience-là, mais nous, on l'a subi très, très clairement, hein. Je sais pas, mais je pense que là, on est vraiment dans le cadre de... Nous, enfin, on fait du soin primaire, on fait du tout venant. Donc, effectivement, je vais plus me dire, je vais pas me dire, bon, ben, si vous allez bien, c'est que ça va, mais je vais plutôt le noter comme il s'est passé quelque chose. Tu vois, il me dit qu'il pense qu'il a eu... Enfin, j'ai peut-être pas l'exemple sur le trouble bipolaire, mais
Je vois quelqu'un ce matin qui me parle d'un malaise, on va pas parler de ça, qui va très bien, elle a récupéré totalement de son malaise. Mais toute ma consultation, je vais me dire, bon, mais le malaise qu'elle a eu justement il y a 15 jours, 3 semaines, est-ce qu'il faut que j'en fasse quelque chose? Donc j'ai quand même l'impression que vu que nous, on est dans cet accès, quand il y avait des médecins traitants accessibles, c'était encore mieux, mais ils Mhm. pouvaient nous voir du tout venant, tu vois, je sais pas si on se dit, bon, mais si ça va, enfin, voilà, je sais pas si on dit si ça va, on n'en fait rien, ou si justement on le positionne, vu qu'on est censé remplir des antécédents, avoir une idée de la vie, tiens, il s'est passé quelque chose qui a l'air d'être spontanément résolutif, mais peut-être qu'un jour ça me servira, tu vois. Après, c'est peut-être On va idéal. peut-être regarder si on a répondu Ouais, à toutes il les y a plein de questions questions, sur il y a plein de questions. Alors, dans quel centre on détecte la bipolarité? On en parlera tout à l'heure. Toutes les dépressions ne sont pas bipolaires, on en a un petit peu parlé. Effectivement, il y a quelques traits, mais c'est difficile. Alors, quel est le pourcentage de patients qui présentent des symptômes dépressifs en première consultation? Et combien de fois on va solliciter le psychiatre? Je sais pas, c'est difficile de répondre peut-être. C'est ça, moi, les pourcentages, je ne peux pas vous en dire. Et surtout en première consultation, encore moins, parce que moi, j'ai une patientèle un peu âgée, un peu ancienne, j'ai pas tant de nouveaux patients, même si j'en prends. Mais je suis marquée et je vois nos internes et nos externes, les étudiants qui passent chez nous, par le pourcentage quand même de gens qui sont affectés par un trouble de l'humeur. Parfois, ils vont bien parce qu'ils ont un traitement, mais il n'y a pas une journée où il n'y en a pas. Donc, je dirais qu'il y a un pourcentage vraiment important, mais vous donnez des pourcentages précis. Et alors, justement, l'accès au psychiatre, ça c'est une bonne question. Pareil, pourcentage précis, on ne pourra pas. Mais j'ai l'impression, en tout cas dans ma pratique catalane actuelle, alors qu'on est dans une maison de santé, où on a accès à trois, quatre psychiatres avec lesquels on travaille bien, mais qui eux-mêmes ne peuvent plus prendre de patients, y compris complexes, et qui nous disent, ben, on ne peut pas. Donc, on fait un peu ce qu'on peut actuellement. Chez nous, en tout cas, à Perpignan. Euh, il y a une question sur la prise d'antidépresseurs. Donc effectivement, hein, le principe global, c'est que quand il y a un trouble bipolaire, les antidépresseurs vont être soit inefficaces, soit entraîner une aggravation du tableau clinique. Alors soit une aggravation immédiate par ce qu'on appelle des symptômes mixtes, hein, c'est-à-dire que la dépression va se transformer avec un mélange de symptômes dépressifs qui persistent, qui ne sont pas guéris, et des symptômes d'agitation, d'hostilité, d'agressivité, voire de prise de risque. Et c'est des états qui sont assez sévères parce que, bah, il y a plus d'impulsivité, de passage à l'acte, un risque suicidaire plus important. Et puis les antidépresseurs, ça peut aggraver dans un deuxième temps. Alors ça, c'est plus sournois. C'est-à-dire que tout d'un coup, là, on a l'impression que ça fait guérir la dépression, mais malheureusement, ça va accélérer le cycle de vie de la maladie, en quelque sorte. Alors moi, j'aime bien raconter l'histoire avec la forme du pendule. Alors, ça se voit mieux, voilà. Faut imaginer, le trouble bipolaire, c'est une question c'est une pathologie de l'équilibre de l'humeur avec une tendance ou une facilité à osciller extrêmement facilement et fortement d'un état d'humeur très très exalté, excité, à un état d'humeur qui est extrêmement ralenti, triste, accaparé, sans envie. Et donc tout ça sont deux polarités, deux extrêmes du pendule. Et en fait, quand on a une phase dépressive, c'est-à-dire que le pendule est haut d'un certain côté, ce que font les antidépresseurs, c'est qu'ils vont pousser ce De l'autre pendule. côté. Mais si vous poussez le pendule là, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, si vous donnez de l'énergie au système, votre pendule, il va aller éventuellement vers la manie, mais dans tous les cas, surtout, il va revenir. Et donc, l'effet délétère à moyen terme des antidépresseurs, c'est qu'on voit beaucoup de patients qui vont accélérer leur cycle, et on appelle ça des cycles rapides, parce que, en fait, au lieu d'avoir une dépression pendant quelques mois, puis une phase un peu tranquille, puis éventuellement une nouvelle dépression ou une phase d'excitation, d'exaltation, ils vont alterner parfois sur des cycles d'un mois, voire moins, alterner les épisodes. Et ça, on sait que parfois, c'est pas la seule cause, hein, mais les antidépresseurs sont la cause. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut vraiment éviter les antidépresseurs, au moins en monothérapie, et qu'il faut prescrire des régulateurs de l'humeur, qui sont des molécules qui vont pas donner de l'énergie au système, par définition, c'est-à-dire qu'elles vont permettre un équilibre, mais certainement pas redonner de l'énergie dans un sens ou dans l'autre. Et alors pour continuer sur ma comparaison, l'état maniaque, bah, c'est pareil, hein. Si on traite l'état maniaque avec un traitement extrêmement sédatif, neuroleptique par exemple, bah, on va faire la même chose, hein. C'est-à-dire qu'on va donner de l'énergie au système parce qu'on donne une molécule dépressogène. Et c'est un petit peu pareil pour les substances.
Si on a un patient qui a une phase maniaque, par exemple, et qui consomme de l'alcool, ça va être dépressogène, et donc ça va ramener le pendule vers le versant dépressif. Et on dit même que l'alcool va masquer la bipolarité parce que il va maintenir une espèce de dépression chronique et ne pas faire apparaître les symptômes d'excitation ou d'exaltation. Et de la même façon, des molécules plus stimulantes comme la cocaïne ou les amphétamines vont provoquer une accélération vers les phases maniaques. En fait, tout ce qui va déséquilibrer va aggraver la maladie à moyen terme et tout ce qui va équilibrer va permettre de réduire l'impact et d'améliorer le pronostic de la maladie. Et c'est pour ça que cette question de l'antidépresseur est très très importante. Alors, ce qui ne veut pas dire, comme je disais, que l'antidépresseur est totalement exclu, ça peut faire partie d'un arsenal thérapeutique, mais jamais seul, en association avec un régulateur de l'humeur et dans des situations spécifiques. Donc, on a une participante qui nous dit que son généraliste lui demande toujours comment elle va sur le plan psychique, ça c'est super important. Ce qu'on peut conseiller aux gens, c'est vraiment de ne pas hésiter à s'ouvrir, de ne pas hésiter à aborder les choses. Parfois, enfin, les médecins sont des gens comme les autres, ils n'ont pas envie d'aborder ça, ils sont préoccupés par un truc, ils ont la tête ailleurs. C'est des êtres humains et c'est comme ça. Après, je pense que chacun fait son maximum pour rester bien concentré dans les consultations, mais il ne faut pas hésiter non plus à dire je voudrais quand même parler de ça, etc. Et nous aussi, ce qu'on apprend beaucoup aux étudiants, c'est à faire attention aux confidences sur le pas de la porte, hein. C'est-à-dire qu'on est venu pour quelque chose, tu parlais de l'angine, et puis le patient, il repart et dit, mais ça va vraiment pas. Et c'est là où il se passe quelque chose. Et on dit beaucoup, beaucoup à nos étudiants de se méfier de ça, entre guillemets, parce que c'est une opportunité diagnostique importante et que c'est surtout pas, je vous tape sur l'épaule, je dis, ben, on se revoit Ça va bientôt. aller, ça va Ah aller. oui, ça va aller, voilà, c'est L'horreur, ça. Ça, c'est l'horreur. super, super important. Mais donc, il ne faut pas hésiter à s'ouvrir, mais effectivement, c'est super quand les généralistes le font. Vas-y, dis Agnès, Juste pardon. un mot, parce que vu que ce que dit ça, je vois la question de Nadine Pierre qui dit qu'elle sait. L'embêtant, c'est que des fois, les patients nous ouvrent des pistes en disant j'ai l'impression que c'est ça. Et il y a des médecins qui ne peuvent pas entendre que le patient il ait raison ou qu'il ait cherché. Donc là, tu vois, je pense qu'elle s'est vraiment ouverte à ses psychiatres et à son médecin qui l'ont un peu envoyé à droite à gauche, où il ou elle, et il s'est retrouvé baladé. Oui, moi je suis d'accord avec Raoul. Je pense que les patients, vous êtes de toute façon, vous êtes expert de vos symptômes et moi ça me gêne en rien qu'un patient arrive avec des informations et des questions, dans la mesure où on peut quand même discuter, et s'écouter, et se respecter. Parce que des fois, Internet aggrave quand même l'accès à l'information inadaptée, mais je pense que ça aide beaucoup de gens dans un contexte où il n'y a pas de médecin à trouver des symptômes, à trouver des choses. Donc oui, 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 puis je où retiens il y ce a que des tu relais comme les associations aussi C'est ça, c'est qui sont ça. qui sont des super relais pour s'informer, identifier les choses, que ce soit pour un proche ou pour soi-même. Donc ça, c'est super important. Alors, on peut aborder une deuxième partie maintenant, qui est l'idée que le diagnostic a été évoqué et comment s'organise le parcours de soins. Et moi, je voulais partager avec vous une anecdote. Alors, elle m'a été donnée par un ami qui est médecin généraliste, qui me dit, moi, j'en ai marre, les psychiatres, on leur adresse les patients et on revoit nos patients 20 ans plus tard avec 20 kilos de plus. Et alors, bon, c'est une anecdote, hein, c'est une blague, mais je la trouve assez intéressante. Je trouve assez intéressant qu'il m'ait dit ça comme ça, parce que je crois que c'est assez vrai. Je crois que parfois la psychiatrie préempte le suivi et accapare un petit peu les choses avec un défaut de coordination et de communication. Et que bah, malheureusement, les prises en charge en psychiatrie, en particulier un grand nombre ou un certain nombre de médicaments, vont avoir des effets collatéraux, évidemment. Et que ces effets collatéraux, bah, ils vont concerner, là en l'occurrence, il parlait du poids. On sait qu'il y a quelques molécules qui sont des champions de cette affaire-là. Ce qui m'intéressait dans ce qu'il disait aussi, c'est il se passe 20 ans. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un problème de santé, le spécialiste arrive, alors ça peut être le CMP, ça peut être un psychiatre de ville. On n'entend plus parler parce que finalement, bah, le problème est principalement psychiatrique, donc le psychiatre patauge dedans. Pour peu que le ou la patiente n'ait pas de besoin autre, bah, elle disparaît. Et elle revient avec d'autres problèmes après. Alors, je ne sais pas si c'est une expérience que tu as faite, et je ne sais pas qu'est-ce que on pourrait finalement partager là-dessus et puis surtout conseiller aux gens de comment on peut s'organiser là-dedans. Alors c'est pareil, je crois que autant je vais dire le néphrologue, il me fait disparaître mes patients parce que vraiment quand c'est très technique, moi j'ai l'impression que pour les troubles psychiatriques, quand on a la chance d'avoir une relation qui a été quand même débutée avec un médecin traitant, je trouve on les perd pas de vue, tu vois.
Tant Mais, mieux, tant mieux. mais voilà, je crois que ça dépend de la pathologie. Si c'est vraiment une pathologie psychiatrique particulièrement évoluée, où il va y avoir des molécules psychiatriques particulières que vous allez gérer, ça doit arriver. Mais c'est vrai que j'ai pas trop ce cas-là. Mais le coût de la prise de poids, je dirais pas les 20 ans après, c'est vrai qu'on les voit par contre. On peut les voir quelques mois plus tard, parce que ça, il peut y avoir des périodes où il n'y a qu'un problème psychiatrique et les revoir avec la prise de poids et des fois avoir un peu de mal à nous dire, attendez, c'est quelqu'un qui a tel âge et qui est en train de décompenser d'autres choses, est-ce qu'on peut revoir avec le psychiatre le fait que bon, les traitements améliorent une chose mais puissent peut-être causer d'autres choses? Comment... Voilà, je pense qu'on pourrait optimiser quand même vraiment ces... par des réunions de concertation pluridisciplinaires, comme on fait dans notre Ouais. discipline, hein, pour se dire, bon, ben, tu vois, dans ce cas-là, si sa priorité c'est ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut baisser tel neuroleptique? Enfin, bref. Mais à mon avis, c'est ce que je trouve, hein, je suis souvent étonné, moi, de voir des patients qui, alors bon, moi je travaille dans un CHU, qui vont en fait quelque part avoir un suivi, qui Ultra vont spécialisé. quitter complètement dans le centre spécialisé et à qui je suis obligé de dire, mais allez voir votre médecin généraliste. Enfin, en premier lieu, ça m'est arrivé encore il y a quelques jours, une patiente qui me parle d'un reflux. Et je lui dis, ben, d'accord, mais peut-être que la bonne idée, c'est d'en parler avec votre médecin traitant et qu'on revoie ça. Je lui dis, moi, je suis pas contre l'idée que c'est peut-être iatrogène, mais ça me semble pas complètement logique. Mais je dis quand même, ça serait intéressant. Et je pense que on pourrait quand même, je sais pas si je dis une bêtise, mais ça reste une maladie, c'est une maladie chronique. Et ce serait logique de voir son médecin traitant, même si on n'a pas un besoin là en tête, de le voir une ou deux fois par an pour une Ah, espèce de, ouais. comme on dit, la visite de contrôle, hein. Je vais faire ma visite chez le médecin traitant, mais je trouve que dans un contexte d'ALD, de maladie chronique, d'exposition à des traitements, à de la iatrogénie et tout, je trouve que dans le parcours de soins, ce serait logique de voir son médecin traitant, y compris si on n'a pas la grippe ou quoi que ce soit. Et C'est d'ailleurs, ça. même on pourrait se faire vacciner en le voyant. Oui, non, mais ça c'est sûr. Et dans les deux cas, je crois que quand nous, on voit trop souvent les gens, un regard extérieur, ça apporte autre chose. Et je pense que vous, si vous avez Mm. des gens particulièrement complexes que vous avez vus souvent, je peux aussi envisager que d'aller voir son médecin traitant ou un autre, ça puisse effectivement ouvrir des choses. Enfin, moi, je pense que je discute beaucoup avec les psychiatres avec lesquels on travaille ou... parce que ça nous aide. C'est vrai qu'on a souffert quand même du manque de lettres à une époque. Je pense que vous n'aviez pas le temps de nous faire des courriers. Mm. Mais voilà, d'échanger sur les patients en réunion de concertation et se voir. Maintenant, il faudrait qu'il y ait assez. Ils vont tous nous répondre, mais il n'y a pas de médecin traitant, on ne peut pas les voir, hein. Je pense qu'on va vivre quelque chose de... Il va falloir se voir un peu moins régulièrement encore, mais à cause de la Mais démographie. il y a une question qui est intéressante, hein, est-ce que c'est au patient de faire la coordination entre le psychiatre et le médecin généraliste? C'est une vraie question, hein. Ouais. Moi, je pense que le patient, il devrait effectivement, il a un rôle acteur dans tout. Mm. Mm. Mais je trouve que vu qu'on nous place, on a encore des médecins généralistes, même si on en a peu, on nous place pour un peu coordonner les différents, parce qu'il y a le psychiatre, mais il peut y avoir le cardiologue, et Mm. il y a des Mm. il y a des traitements, pardon, pour l'humeur qui donnent parfois des troubles cardiologiques. Donc, le patient peut faire beaucoup de choses, vraiment, et je pense que c'est l'idéal s'il peut tout faire. Mais je pense que le médecin traitant, s'il peut aussi avoir ce rôle pour faire avec le patient, c'est chouette. Il y a des remarques sur l'espace santé pour mutualiser les infos, puis sur les lettres. C'est Audrey qui nous dit ça. Je crois que les psychiatres sont les pires écrivains du monde médical, non? En tout cas, j'ai souvent entendu dire ça, qu'en gros, ils écrivaient pas de courrier ou que quand ils écrivaient Ça, des c'est courriers, on comprenait vrai. rien. Après, ça, c'est vrai. Alors, pas qu'on comprenait rien. C'est vrai que le psychiatre libéral, même nous, on a une maison de santé, je travaille Mm. extrêmement bien avec trois psychiatres, j'ai jamais eu une lettre d'un. Jamais. Oui, ça doit être un Alors, problème quand même. alors qu'on échange, alors qu'au CHU, vous nous faites des lettres. Mm. Donc, je pense qu'effectivement, est-ce que c'est aussi parce que vous êtes dépositaire de, comme nous, des fois, de secrets intimes, de choses que vous voulez pas laisser dans le courrier, mais en tout cas, donc la lettre de liaison en psychiatrie, pour moi, elle n'existe que dans le centre expert, sinon j'ai jamais de lettre. Mm. Et l'espace santé, bah moi, enfin, tu me diras ton avis, toi, Raoul, mais espace santé, bon, nous, on en est à la quatrième version, toujours pareil. On a un peu l'impression que c'est pas très ordonné. Maintenant, tout se met dans l'espace santé avec les résultats biologiques, les radios, les... Voilà, j'avoue que je rêve d'avoir que le patient me démontre que l'espace santé soit très ordonné. Nous, on met tout dans l'espace santé. Mais Mm. est-ce que vraiment c'est bien utilisable, bien utilisé? Je pense que c'est l'enjeu vraiment des années à venir. Oui, bah nous, on n'est pas familier, éduqués à ça, hein, donc.
Donc c'est sûr. Après, je crois qu'il y a vraiment, en fait, dans les questions qu'on a et la discussion, c'est que je pense qu'effectivement, il faut que le patient il soit acteur. Être passif et attendre que les gens fassent à sa place, c'est pas une bonne stratégie de rétablissement. Ça change quand même beaucoup de choses quand les patients essaient d'ordonner un peu les choses et tout. On leur demande pas d'être médecin ou coordinateur des soins, mais ils sont concernés au premier chef. Donc ça, c'est vachement important de garder ses bilans, de ranger ses affaires. C'est important. Ça. Après, je pense qu'on a des efforts importants à faire en termes de communication médicale. Et comme tu dis, il ne s'agit pas de raconter des choses intimes sur les gens. Peu importe, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est où on en est, quel traitement on met, quelles options. Se coordonner, c'est vrai que la pratique en maison de santé pluridisciplinaire, c'est super parce que vous avez l'occasion de faire des RCP, des reprises de cas, et c'est des trucs qu'on fait aussi par exemple à Béziers, là, avec l'environnement de soins primaires de Béziers. Dans les métropoles, c'est plus compliqué, malgré tout, hein, parce que les soins sont beaucoup plus éclatés et tout ça. Et je trouve que c'est un défaut, clairement, c'est un problème. Le psychiatre, même libéral, il devrait faire un courrier très simple, ça prend quelques minutes, ça pose les choses, et moi je pense que ça rend service aussi aux gens. Moi j'aime bien faire les courriers, le donner aux patients en plus. C'est-à-dire que l'idée c'est que c'est pour eux, en fait, c'est même pas de la communication C'est professionnelle, ça. c'est à travers eux que ça communique. Et je trouve que ça permet de se mettre d'accord, et je pense que c'est pas éthique, par exemple, d'écrire un courrier que le patient n'a pas lu ou dont il ne connaît pas le contenu. Donc voilà, mais c'est vrai que ça, c'est un point d'amélioration. Et après, je pense qu'effectivement, alors il ne faut pas se retrouver, il y avait une question là qui m'a échappé un peu, mais de se retrouver des fois entre deux feux avec l'avis du généraliste et l'avis du psychiatre qui n'est pas coordonné, ça, il faut exiger ça, hein. Je pense que c'est pas possible d'avoir des soins sans que les gens se soient mis d'accord. Enfin, les patients n'ont pas à être l'objet d'un débat d'idées ou de posture, de ceci ou de cela. Enfin, je trouve que ce serait vachement déplacé. Je vous interromps juste 2 secondes pour vous signaler la réflexion de Béatrice là. L'aidant peut jouer son rôle d'intermédiaire aussi. Ensemble, les Mm, recevez-vous avec les patients. J'avais envie d'en parler au début avec le docteur Houdet. Quand il y a un patient qui va pas bien, s'il y a le proche avec lui, parfois, il peut dire ah ben, là, ça va pas du tout, il est déprimé, mais c'est rare. La semaine dernière, il était en haut des tours. Et ça, Exactement. beaucoup, de même pour les psychiatres qui veulent pas évidemment forcément recevoir les proches, même pas souvent, mais les proches, ils ont souvent une idée de ce qui se passe ailleurs chez eux et ils pourraient le dire. Et là, il y a un vrai problème d'accès. Voilà, c'est juste Béatrice qui signalait ça. Je l'ai vu. Moi, je suis tout à fait d'accord. Même cette histoire, quand tu disais, Raoul, on veut des patients, on vous souhaite en tant que patient d'être acteur, mais quand ils sont en pleine inhibition par des émotions négatives, c'est difficile de leur dire de mm, noter les bilans. Donc, je pense qu'effectivement, l'aidant peut avoir un rôle principal et en même temps, on est des fois un peu coincé par le secret médical quand même qui fait qu'il y a des psychiatres qui veulent pas parler aux aidants, mais finalement, des fois, voilà, on ne devrait pas. On est éthiquement pas en... Donc, je pense que ça se discute avec le patient en premier, savoir si on peut parler à son conjoint ou son aidant, et s'il il accepte de venir. Moi, je trouve que c'est effectivement très enrichissant, ça des consultations plus longues, ouais. mais Après, il y a une chose que souvent les médecins font pas très bien, c'est qu'ils confondent recevoir de l'information de l'aidant, qui n'est pas couverte par le secret professionnel, hein. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut délivrer de l'information, au contraire, je pense que c'est hyper important oui, et je trouve que des fois les professionnels de santé confondent je suis dans un blocos et rien ne sort et rien ne rentre. Or, rien ne sort, certes, c'est-à-dire qu'on n'a pas à parler de quelque chose et encore, il y a des exceptions, mais par contre, les informations, elles doivent être toutes accueillies et c'est pas normal de refuser de délivrer quelque chose. Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le moi. Enfin, c'est ça qui devrait se passer. Ou écrivez-le moi. Moi, quand je suis un peu embêté et que c'est compliqué, je dis, mais envoyez-moi un mail. Vous avez parfaitement le droit de m'écrire. Nous, on reçoit beaucoup, beaucoup les gens ensemble quand ils viennent accompagner. Ça, c'est vachement important. Et puis, je vais vous raconter une anecdote du coup, parce que quand on suit un patient, et alors surtout ces patients qui ont des troubles bipolaires, qui peuvent aller très bien parfois pendant 2 ans, 3 ans, et puis tout d'un coup présenter des signes précurseurs de la rechute, on est trop familier de ce moment où tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, mais le patient est venu avec son épouse. Et donc là, en général, quand vous voyez ça dans la salle d'attente, vous vous dites, oh purée, qu'est-ce qui va se passer? Ça marche pas et tout. Et donc une fois, enfin récemment,
justement, pour un problème de prise de poids, je décide avec le patient, et après avoir même pris avis avec un autre collègue, je lui dis, écoutez, vous allez très très bien, mais là, vous avez pris beaucoup trop de poids, donc on va changer votre traitement. Et puis, je dis avec son épouse, qui est très 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 stressée par ça, et je lui dis, bon, on va le faire, et sur la base de ce qu'on connaît, ça va le faire, ça va marcher, le traitement, il va être efficace, vous allez perdre du poids, etc. Mais j'avoue que quand même, je me suis dit, comme je disais tout à l'heure, hein, quand les gens vont à peu près bien, on n'a pas envie de perdre le à peu près bien. Mais bon, ça valait le coup. Et puis je m'étais dit, allez, on y va, on le fait. Et puis ça se passe bien et tout. Puis il vient seul, le patient, donc parfait, ça roule. Et donc je vois la dame à la 5e ou 6e consultation. Et donc mon réflexe, ça a été, oh purée, ça va pas du tout, en fait, merde, on a foiré. Et puis non, en fait, elle est venue et c'est un super cadeau et ça fait plaisir. Elle est venue, elle dit, non, je suis venu vous dire que ça allait bien. Et ça arrive tellement pas souvent que ce soit comme ça. Donc non, non, il faut se manifester quand on est un aidant. Si tout va bien, il faut pas hésiter à le dire parce que ça, enfin, je pense que ça peut marcher dans les deux sens aussi, hein. C'est vachement bien de partager les réussites. On met tellement tout le temps en évidence les trucs, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et on fait pas ça pour être remercié, hein, c'est pas la question, mais c'est dans l'échange avec les proches, c'est toujours intéressant d'avoir les avis aussi positifs, des avis négatifs, parce que malheureusement, quand rien n'est dit, il peut persister quelque chose, il peut persister un doute ou quelque chose de se dire où on en est et tout. Et on sait que c'est des pathologies qui peuvent changer très très vite et des gens parfaitement stables peuvent se retrouver dans des situations vraiment catastrophiques. Donc on est vraiment aux aguets. Donc je pense que la place, elle est très très importante, mais y compris quand ça va bien en fait. Et voilà. Et puis je pense qu'il ne faut pas hésiter à communiquer, il ne faut pas hésiter à écrire quand il y a des choses un peu compliquées. Parfois C'est de ça. formaliser par l'écrit, c'est bien. Et puis voilà. Et puis, je trouve que c'est ce que devraient faire les professionnels de santé. Quand ils le font pas, il faut les interroger là-dessus, en disant ben, pourquoi on n'a pas voix au chapitre. Et puis parfois, le médecin traitant, c'est le médecin de la famille aussi. Et dans ce contexte-là, ça peut être un levier, même si j'imagine que des fois, c'est un peu embarrassant. Mais bon. Bah, je pense, enfin, pour rebondir là-dessus, je pense à l'exemple des troubles cognitifs, c'est différent. Où on Mm. voit le patient seul, on sent quelque chose et on a besoin de l'aidant. Et en fait, donc on attend de voir des fois l'aidant en disant, voilà, j'aimerais vous questionner sur ce que vous pensez de l'état de santé de votre conjoint ou de votre conjointe. Oui, oui. Effectivement, il y a cette notion de dire qu'on ne peut pas toujours leur dire, mais qu'ils peuvent tout nous dire, les aidants, et ils nous aideront beaucoup, c'est sûr. Après, on travaille aussi beaucoup, alors c'est un peu à l'état d'embryon là aujourd'hui, mais à tout ce qu'on va appeler, alors pardon du terme parce qu'il vient de la fin de vie, hein, mais les directives anticipées, c'est-à-dire les plans de prévention de crise, qui est un terme peut-être plus adapté. Je trouve que ça, c'est vachement intéressant de se dire qui est la personne à qui je confie mes difficultés si je vais pas bien, et à qui j'autorise d'intervenir, Personne de confiance, d'alerter. il y a une question Oui, là, tu vois, voilà. personne de Ouais. confiance. C'est ça, qui on peut alerter si ça va pas? Est-ce que c'est le médecin généraliste, le psychiatre? On peut choisir d'avoir une espèce de filet de sécurité qu'on construit comme ça. Et ça, je crois que c'est vachement important dans le parcours. Après, évidemment, bah, il y a les urgences psychiatriques. Les hôpitaux sont équipés pour pouvoir assurer aussi une permanence des soins psychiatriques quand il y a des services d'urgence à part entière. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent parfois aussi répondre à des difficultés qui s'acutisent un peu, hein, qui sont plus graves. Et puis peut-être qu'il peut y avoir des questions sur les centres experts. Donc effectivement, vous avez des centres de référence qui sont maintenant bien distribués en France. Alors je ne sais pas s'il y en a en Bretagne, mais je sais que la Bretagne et le Nord étaient un peu... Enfin, à Lille, maintenant, je crois que c'est ouvert. Je crois qu'à Strasbourg, c'est ouvert. Et la région parisienne, très élargie aussi, est desservie. Vous en avez à Montpellier, à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux. Donc, il y a tout un tas de régions. Donc, c'est des champs d'action un peu régionaux. Des fois, ça demande de se déplacer. Ça peut être utile dans le parcours à un moment donné quand il faut faire le point, quand c'est compliqué, quand on a besoin. Alors, il y a des centres experts troubles bipolaires qui reçoivent les patients uniquement orientés par un psychiatre, donc qui font vraiment de la troisième ligne, mais il y en a un certain nombre, donc il faut les interroger, hein, qui reçoivent des demandes spontanées de patients et parfois des orientations par le médecin généraliste.
Oui. Donc ça, c'est un peu variable, ça dépend aussi du degré de saturation des listes d'attente, de tout ça, parce que avoir un an d'attente, c'est quand même pas raisonnable en psychiatrie, donc enfin, je veux dire, ça a plus de sens, quoi. C'est des trucs, Et ouais. malheureusement, le trouble, il va évoluer, donc je pense qu'il y a une hétérogénéité sur le territoire, c'est ce que vous vouliez dire, Eliane, peut-être vous avez une vision globale de ce qui se passe en France, peut-être plus Et en précise. fait, il en manque en Normandie et en Bretagne. Il n'y en a pas. C'est ce qui me semblait, c'est ce qui me C'est semblait. vrai qu'il y a des endroits où c'est extrêmement long. Et puis, il faut dire aussi que les psychiatres, quand on demande à son psychiatre d'aller en centre expert, il prend rarement ça bien. Oui, bon, après, c'est une génération qui finira par disparaître, mais c'est des Ah gens qui oui, n'ont mais pas il y été en aura. beaucoup éduqués à la coopération, en fait. Oui, c'est tout. Voilà ce que je Oui, voulais. ben, bon, malheureusement, alors Rennes n'est pas très loin de Paris, mais c'est vrai que ça reste deux grandes régions où il y a des besoins, et il y a des choses à penser dans ce registre-là. Après, peut-être, ça évoluera parce qu'il y a des centres de référence de troubles bipolaires qui ont quand même ouvert. Enfin, il y a eu un renouvellement, hein, il n'y avait que 8 centres experts sur la France. Maintenant, je crois qu'il y en a 10 ou 12. Et il y a une dynamique de répartition territoriale qui avance. Et donc, les centres experts, c'est un outil dans le parcours et je pense que c'est intéressant aussi. Et puis, comme tu disais, Agnès, finalement, c'est vrai que les centres experts ou les villes ou les centres universitaires, en tout cas, ont quand même plus une culture de la communication, de l'échange, de faire des courriers, des choses comme ça. Et ça peut aider, ça peut aider beaucoup. Alors, je sais pas Des s'il y a d'autres courriers très questions. informatifs. Des courriers pour nous très informatifs. Ouais, puis je pense que même ils ont une vocation même formative, entre C'est guillemets, mais ça. c'est pas Je français. voulais dire C'est-à-dire informatif, que mais formatif. l'idée, c'est de faire ruisseler un petit peu les choses. Ouais. Alors évidemment, hein, être acteur, Patricia elle nous dit ça, être acteur du trouble bipolaire, c'est pas évident au début. En fait, c'est pas tant être acteur du trouble bipolaire, je pense qu'il faut pas le voir par rapport à la maladie, mais c'est plutôt être acteur de ses De sa soins. santé. De se dire, bon, bah, j'ai quelque chose qui va pas, voilà, je me mets en mesure de, je m'oriente vers, etc. Est-ce que Euh, les troubles bipolaires s'atténuent avec l'âge? Ma maman de 83 ans a arrêté son traitement et dit ne plus souffrir de symptômes. alors, en général, malheureusement, non. En fait, le vieillissement, c'est un drôle de truc parce que le vieillissement au sens large, hein, c'est-à-dire qu'on vieillit de 20 à 30 ans, de 30 à 40, etc. Euh, ça permet à la fois une certaine résilience par rapport à certaines choses. Il y a des choses qui se règlent, il y a des facteurs d'exposition qui disparaissent. Mais malheureusement, l'âge aussi, ben, c'est un vieillissement qui fait qu'on a des dysfonctions biologiques et une capacité d'adaptation moindre. Hein, on ne court pas le 100 mètres à la même vitesse d'année en année. Et donc, ben, nos performances physiologiques diminuent. Et donc, il y a un croisement, hein, il y a une croisée des chemins, mais globalement, malheureusement, en moyenne, là, je vais dire un truc con, hein, mais la vieillesse, c'est pas une bonne nouvelle pour la maladie, et on est un petit peu moins résilient. Maintenant, il y a des gens qui guérissent des troubles bipolaires, hein, et des troubles bipolaires peuvent disparaître pratiquement complètement avec le temps, avec le temps passé à être stable, mais à condition d'être en très bonne santé. Hein, et on va parler de ça pour terminer la conférence d'aujourd'hui, mais on va dire le meilleur investissement pour un patient qui souffre de troubles bipolaires, c'est d'avoir une santé physique optimale. Et c'est ça qui va être un pourvoyeur de stabilité. Et c'est Et c'est Vas-y, peut-être là, vas-y. j'ai vu une réponse, il me semble avoir vu passer, mais comment confier le patient au médecin traitant quand il n'y en a plus? Alors, c'est un vrai problème. Après, c'est politique, ça fait 25 ans qu'on dit qu'il n'y aura pas assez de médecins traitants et que on n'a pas permis de former beaucoup de médecins traitants. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que vient de dire Raoul, c'est si il faut avoir une bonne santé générale et physique pour tenir le trouble, ce serait, entre guillemets, triste de se dire qu'on n'a plus jamais des médecins traitants et qu'il n'y a que des spécialistes qui suivent un organe, et excuse-moi de dire ça, Raoul, mais c'est Ouais. là qu'on va perdre en lien et avec toutes enfin, les autres maladies que peuvent avoir une personne, les autres problèmes de santé. Et d'avoir un médecin de soins primaires, un médecin traitant qui accompagne tout ça, je pense que c'est important. Oui, il y a Oui, oui, c'est vraiment capital et on va en parler pour les soins somatiques, hein, mais effectivement, quand il y a un problème, il y en a un autre et puis c'est important. Il y a une personne qui me parle, Hélène, qui me dit, s'agissant d'un LD, les patients peuvent-ils demander au généraliste ou au psychiatre? C'est parfois déterminant pour la bonne prise en charge financière des soins. Ça, c'est vrai. Quelle est la place de la LD dans la coordination? Comment faire?
c'est vrai que c'est un On véritable... devrait, ouais, on devrait y penser nous, mais il y a tellement de choses des fois à faire qu'on n'y pense pas. Donc moi, ça me choque pas du tout que le patient puisse y penser. Après, j'allais dire, sur un nouveau diagnostic, je sais pas ce que tu en penses, Raoul, c'est quand même, ils n'ont pas toujours l'information. Donc ça, moi, j'ai l'impression que ça vient plutôt de nous. L'ALD, hein, pas, il y a d'autres choses, Ouais. les MDPH, les certificats pour avoir une reconnaissance comme travailleur handicapé, ce sera encore autre chose. ALD. Mais l'ALD, j'ai l'impression que nous, c'est à nous d'y penser, mais ça me choque Oui, pas du oui, tout que oui. le patient Et me je le pense rappelle. que c'est. Enfin, moi, j'aime bien dire sur l'ALD, vous voyez votre médecin généraliste, parce que quelque part, ça l'ancre dans ce suivi, entre guillemets, maladie chronique, hein, c'est-à-dire maladie grave, maladie significative. Pour un médecin généraliste, c'est important de participer à ça. Au revoir. Ouais. Et il me semble qu'en plus de ça, la demande émanant du médecin traitant, déclarée à la Plus Sécu, longue. est beaucoup mieux accueillie en Elle est termes beaucoup de plus longue durée. surtout. Normalement, Oui, la c'est ça. durée, alors il y a peut-être des exceptions dans le contexte où il n'y a plus de médecin traitant, mais la durée d'une ALD qui n'est pas faite par un médecin traitant, c'est normalement 6 mois. C'est Alors ça, peut-être que c'est ce qui vous me avez autre semblait, ouais. chose. Et quand c'est le médecin traitant, c'est 5 ans. Donc normalement, la ALD, ça doit passer par nous, mais ça ne me choque pas du tout que le patient nous le rappelle si on n'y pense pas. Normalement, c'est le genre de choses, on y pense, mais peut-être dans le cadre du trouble, la LD 30, la LD psychiatrique, si je ne me trompe pas, c'est LD Mm, 30. je crois, ouais. Peut-être qu'on n'y pense pas toujours. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le trouble bipolaire est éligible à une ALD et que c'est bien d'en parler au médecin traitant, que c'est pas une obligation, hein. L'ALD, c'est un droit qui est disponible. C'est pas une obligation si on a une bonne mutuelle, une bonne situation, et puis ça peut toujours se demander plus tard. Ce que ça, ce que ça permet l'ALD finalement, ça va jouer évidemment sur des remboursements hors mutuelle, donc c'est que ça ne pèsera pas sur la mutuelle. Ça va jouer sur l'hospitalisation s'il y a besoin d'hospitalisation. Ça va jouer sur les transports s'il y a besoin de transport. C'est ça. Globalement, c'est ça. Après, la situation financière des personnes peut faire que On en finalement a c'est moins une besoin. anecdote. On n'en a pas forcément besoin, puis c'est pas une obligation. Et ça peut être parfois un moyen de ne pas se sentir stigmatisé, quoi. Et même selon l'âge de votre pathologie, d'avoir une ALD, si vous achetez une maison, c'est triste, mais si vous faites des investissements, parfois d'être en affection longue durée, les assurances. Donc, il y a des patients qui ne veulent pas avoir la ALD parce qu'ils disent, bon après, s'ils ont un questionnaire de santé, ils sont censés dire la vérité, mais voilà, le fait d'avoir un statut d'affection longue durée peut faire en sorte que vos assureurs, ils vont faire monter les cotisations. Donc, effectivement, ça se discute. Moi, je discute toujours avec les patients. Ouais, 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 ouais. En tout cas, c'est un droit, c'est une possibilité. C'est coordonné par le médecin traitant, c'est-à-dire c'est pas le médecin généraliste qu'on voit comme ça, c'est un médecin traitant à la déclaré à la Sécu. Et à ce moment-là, ça roule. Et c'est un droit qui est une forme de solidarité, c'est-à-dire que les coûts liés à la santé pour cette maladie-là ne soient pas à la charge de la personne ou de sa mutuelle, mais ce qui est la même chose au fond, parce que plus vous payez cher la mutuelle, mieux vous êtes couvert, mais ça vous coûte de l'argent quand même, quoi. Euh, voudrais revenir sur un sujet que vous avez abordé tout à l'heure, quand vous parliez d'une dépression dont le médecin généraliste ne pouvait pas savoir si c'était ou pas un trouble bipolaire. Et vous avez dit, on peut donner un antidépresseur et un thymorégulateur. J'ai bien entendu ça. Est-ce que c'est un conseil que vous donnez en même temps pour éviter le... La question est pour le docteur Belzo ou pour le docteur Oud? C'est pour le docteur Belzo. Non, alors c'est pas tout à fait ça. Si on a une suspicion de trouble bipolaire, ça dépend du degré de suspicion. On va avoir une stratégie plus ou moins risquée. Donc plus la suspicion de trouble bipolaire est élevée, moins on va donner d'antidépresseurs, pour le dire simplement. Après, c'est du cas par cas. Des fois, on a des situations compliquées. J'ai vu une patiente pour la première fois il n'y a pas si longtemps qui a plein de facteurs de risque de bipolarité, mais qui n'est pas bipolaire. Et je ne sais pas très bien encore ce qu'on va faire. Je dis qu'on allait y réfléchir, parce que sur le papier, je peux lui donner des antidépresseurs, je suis dans mon droit, on va dire, mais on a une espèce de truc qui nous dit, oh là là, il vaudrait peut-être mieux pas lui donner des antidépresseurs. Mais ça reste subtil, hein, comme choix. Mais en tout cas, voilà, plus on a un risque, moins on en prescrit. Et si on était amené à en prescrire, évidemment, jamais seul et plutôt en deuxième intention, et quoi qu'il en soit, avec un régulateur de l'humeur qui évite les phases maniaques. Et vous conseilleriez au médecin généraliste qui a essayé plusieurs, comme le disait le docteur Houdet tout à l'heure, qui a essayé plusieurs antidépresseurs, ça ne marche pas, qui se pose la question en imaginant que le patient ne veut pas aller voir le psychiatre ou ne peut pas, euh, parce que ce serait sûrement la meilleure idée. Enfin, je ne veux pas être désagréable. Et donc, vous dites, bah, à ce moment-là, vous en prescrivez un
Et vous Mais me elle le dites, fait. et Elle le fait puisqu'on d'accord, a, on a échangé sur des cas et où on s'est dit, bah, Dans ce cas-là, vu la situation, franchement, on met pas d'antidépresseur et ouais. elle l'a fait. Elle a dit, bah, ok, allez, j'y vais et puis on verra quoi. Ah, moi, Ça arrive. et puis surtout quand on le fait en confraternité, enfin comme ça, en collaboration avec quelqu'un où on peut dire qu'on a pris l'avis d'un psychiatre, je pense que ouais, il n'y a pas de risque. il y a toujours des risques, il y a toujours une Non, balance de mais d'associer les deux, il n'y a pas vraiment de Ah, risque. mais là, Associer les deux. Non, mais là, on parle même pas de ça. On parle de. Je pense que l'association, il faut garder l'idée que c'est plutôt un recours particulier. Si ouais, on c'est est pas devant un trouble associé. bipolaire, on donne un régulateur de l'humeur, point. C'est Et ça. éventuellement, on donnera un antidépresseur si vraiment on a besoin, mais plutôt en deuxième intention. D'accord, Voilà. merci. Merci beaucoup. L'idée, c'est qu'on traite un trouble, et donc il faut qu'il y ait une hypothèse qui soit formulée. Si l'hypothèse, c'est que c'est une dépression dans le cadre d'un trouble bipolaire, eh ben, Une bonne anticonvulsante. on va mettre un thymorégulateur en première intention, et pas un antidépresseur. D'accord, merci. Diabète et bipolarité, on en parlera dans la troisième partie. Peut-être je peux répondre sur la question du handicap. Alors ça, c'est vachement intéressant parce que l'image du trouble bipolaire est totalement biaisée. Parce que dans les données françaises, par exemple, on sait qu'il y a 80% des patients qui souffrent de troubles bipolaires qui sont insérés normalement dans le travail. Ce qui est un marqueur fort de handicap, hein, enfin de non-handicap en l'occurrence, puisque c'est l'information inverse. Donc c'est une maladie qui peut être extrêmement grave, évidemment, en termes de pronostic, de risque suicidaire, de pronostic psychiatrique et de pronostic somatique, on va en parler après. Mais c'est une maladie qui peut ne pas être du tout handicapante aussi, au prix d'une prise en charge adaptée, la plus précoce possible, etc., etc. Et ça, c'est quand même un truc vachement important, parce que ça a une image peut-être parfois terrifiante, mais il y a plein de gens, moi j'en vois presque tous les jours, hein, parce que c'est mon domaine, mais qui sont parfaitement insérés, qui ont une vie, même parfois peut-être plus heureuse que les uns et les autres. Enfin, je veux dire, il y a aucun souci, hein, c'est pas quand on parle de handicap, on va parler de handicap de fonctionnement, de handicap professionnel, de handicap affectif. Vous avez des gens qui ont une vie tout à fait sereine, de qualité, de très bonne qualité, malgré ce trouble et malgré les traitements. Mais c'est vrai que pour une partie des patients, on va avoir soit avoir cumulé trop de retard diagnostique, soit cumulé trop de comorbidités, soit cumulé des formes trop résistantes de la maladie. Malheureusement, les patients ne sont pas tous égaux, hein. Il y a des patients qu'on va parfaitement stabiliser avec du lithium et point, on n'en parle plus, il n'y a plus de maladie. Et il y a des patients, on ne va pas y arriver. Il y a des patients qui vont avoir d'autres problèmes de santé qui vont s'intriquer, il va y avoir des addictions, d'autres problèmes. Parfois, le tissu social n'est pas favorable, alors ça aggrave les choses. Et là, effectivement, on peut avoir du handicap psychique au même titre que ce qu'on rencontre dans la schizophrénie, dans la dépression, enfin dans d'autres types de pathologies. Et là, on est sur des parcours de soins un peu différents, on est sur des reconnaissances de travailleurs handicapés, sur éventuellement une allocation adulte handicapé quand les gens n'ont jamais pu travailler dans leur vie, ou voire des invalidités quand le retour au travail est vraiment plus possible. Je sais pas quelle vision tu as, toi, Agnès, mais vraiment, c'est très hétérogène et il ne faut pas oublier la partie positive, entre guillemets, de C'est la. ça. Je crois que c'est vraiment ça, c'est très individuel, c'est très hétérogène et finalement, entre être peut-être avec une étiquette trop tôt de travailleur handicapé qui contraint, alors qui n'est pas définitif, je ne sais pas si tu l'as dit, parce que je suis Non, prise par mon effectivement. rhume, on peut quitter un statut de travailleur handicapé, m'avait expliqué, Mais oui. même, je vais aller plus loin. On peut avoir une reconnaissance de travailleur handicapé, mais ne pas s'en servir. Ne pas s'en servir, tu C'est-à-dire vois. qu'on Bon. peut avoir comment on dit, une notification de travailleur Mhm. handicapé, mais on peut candidater dans l'entreprise X ou Y Oui, sans l'utiliser si on ne souhaite pas l'utiliser. Donc, c'est la reconnaissance de travailleur handicapé est une chose. Après, l'allocation adulte handicapé est une autre chose, effectivement, où on peut, c'est un revenu, mais ça n'empêche pas de travailler non plus, hein. C'est-à-dire que si tout d'un coup la personne va mieux et décide de travailler, ben, c'est juste que la CAF va réclamer oui, la somme parce qu'on ne peut pas cumuler un travail et une allocation de handicap. C'est vrai que le handicap n'est pas quelque chose de fixe. Il ne faut pas l'imaginer comme une voie de garage définitive. Ça peut être à un moment donné un besoin. Et effectivement, c'est accordé en général sur des tranches de 5 ans, si je ne dis pas de bêtises. alors, Et ça dépend beaucoup de la pathologie. oui, Ça dépend beaucoup de la pathologie. Je ne suis même pas sûre que ce soit tout de suite Enfin, peut-être que tu... Ouais, j'ai peut-être même pas cette notion-là. Parce qu'il y a tellement de choses. Nous, on a le handicap avec la carte d'invalidité. Donc, je trouve que c'est pas toujours 5 ans, mais peut-être je me trompe. Et puis, il y a le problème des gens, je dirais, plus proches de la retraite, où on sent mm, que plus on s'approche de la retraite, moins, probablement pour des raisons financières, moins
cette reconnaissance, enfin, on va leur proposer autre chose, une mise en invalidité ou autre De chose. toute façon, oui, après, quand il y a une durée de travail supérieure à 10 ans, je pense qu'on n'est pas éligible à une allocation adulte handicapé, on est éligible à une invalidité, C'est ça. que le travail cumulé est plus important. Avant de passer à la troisième et dernière partie, effectivement, hein, il y a des participants qui citent la question de la dangerosité. Bon, c'est clairement réglé par l'épidémiologie et les données scientifiques. Quand on a un trouble bipolaire, on est plus souvent une victime que, une personne dangereuse pour la société ou pour les autres. C'est plutôt un facteur de vulnérabilité sociale et de vulnérabilité donc à des accidents traumatiques et autres. Euh, Après, je ne sais pas si ça a vraiment cette réputation-là, mais en tout cas, c'est sûr que ça reste une pathologie stigmatisée. Et la preuve, hein, puisque c'est ce que dit Blandine, on me dit que je suis une gentille bipolaire, qui est tout à fait affligeant parce que c'est une drôle de façon de parler des gens, hein, mais c'est comme quand on dit ma jolie, la gentille dame, le machin. Enfin bon, faut sortir de là, c'est pas bien de parler des choses comme ça. Peut-être maintenant, on va aborder la question des soins somatiques, parce que, comme je le disais tout à l'heure, le trouble bipolaire, il commence souvent entre 15 et 25 ans, chez les gens qui n'ont pas forcément des antécédents médicaux flagrants, du fait de leur âge d'abord. Et puis, il va se passer deux choses, c'est que les patients, ils vont avancer en âge, et ils vont être confrontés à des traitements, parfois qui vont être responsables d'une certaine iatrogénie. Il ne faut pas être naïf, hein, les médicaments, c'est bien, mais malheureusement, parfois, il y a un prix à payer, hein. C'est un équilibre entre des avantages et des inconvénients. Et puis, il y a des pathologies qui vont s'accumuler, qui surviennent par hasard. Et puis, malheureusement, on a l'impression que quand on a un trouble bipolaire, on est quand même plus à risque de pathologies endocriniennes, de pathologies métaboliques. Il y a une vulnérabilité au poids, à la dyslipidémie, au diabète. Et donc, il y a, oui, effectivement, comme il y a une question de Blandine tout à l'heure, il y a des liens, en tout cas statistiques, qu'on ne comprend pas très bien, où effectivement, les gens ont plus de risques, donc, ils sont soumis à de la iatrogénie, ils sont soumis à un surrisque dont on ne connaît pas la cause. Vas-y, Là, il y vas-y. a trop de filles pour les gens, si tu veux. Ah Raoul, là, il y oui, a... oui, oui. Aux effets délétères négatifs des médicaments, que ce soit des effets réversibles ou des effets parfois malheureusement un peu irréversibles. On peut prendre l'exemple de la prise de poids induite par des médicaments comme l'olanzapine ou les valproates. Et donc, c'est vrai que les soins somatiques vont être importants et que c'est là où il va falloir rentrer en dialogue. Et ça, c'est super important que les soins somatiques soient coordonnés et que la meilleure personne pour le faire, c'est le médecin généraliste. Parce que si de suite on va voir un nutritionniste, un diabétologue, un cardiologue, enfin après c'est un foutoir pas possible parce que les choses elles se perdent et il y a le médecin qui est en charge de coordonner tout ça, c'est d'abord le médecin généraliste, je crois. Ben, oui, moi je vais prêcher pour ma paroisse. Après, je pense plus que on pourrait parler d'équipe coordonnée. C'est vrai que c'est Mm. notre nouveau mode d'exercice là, qui est pas encore le plus, qui n'est pas encore le plus fréquent, mais qui semble attirer quand même un certain nombre de jeunes professionnels. Ces exercices en maison de santé ou en équipe de soins primaires ou en CPTS, vous entendrez ça, communauté professionnelle territoriale. Je crois que moi, ça ne me gêne pas que le patient ait vu un endocrino, un diététicien, etc. Mais si en plus, c'est les gens avec lesquels je travaille, que j'ai même pu le recommander pour qu'il y aille plus vite et avec qui on échange, je pense qu'on y gagne tous, en fait. C'est bien la notion d'avoir un parcours coordonné pour faire en sorte que les effets secondaires ou des comorbidités, hein, ce qu'on appelle des maladies qui arrivent en même temps, qui peuvent arriver et qui pourront effectivement pas être gérées uniquement par le spécialiste, ni uniquement par le diététicien, ni uniquement par le diabétologue. Donc je crois que vraiment, on a justement ce rôle de coordination de parcours et, j'allais vous dire, d'alerte sur les ordonnances, un peu comme le pharmacien. On en Mhm. parle de plus en plus parce qu'on est tellement en carence de tout qu'on a besoin de tout le monde et tant mieux si les Mhm. professionnels peuvent tous prendre des places. Mais voilà, le pharmacien vous dit des fois qu'il voit des alertes parce qu'on voit des ordonnances avec plusieurs traitements, avec des effets secondaires parce que le cardiologue a mis quelque chose et puis le psychiatre avait autre chose. Et donc que ce soit le médecin généraliste avec son logiciel ou encore plus le pharmacien, on peut dire, mais là, il y a peut-être une incompatibilité qu'on n'a pas voulu, mais le spécialiste, il a peut-être même pas, enfin, l'un des spécialistes a peut-être pas réalisé que même s'il connaît bien son patient qui avait ce traitement en plus. Donc voilà, je crois qu'on a vraiment intérêt à coordonner le parcours en équipe. Alors, quelqu'un me demande est-ce qu'il y a un dossier unique pour tous les intervenants?
Alors, en exercice coordonné, on doit avoir un outil Oui, donc, on doit avoir, nous, on a un logiciel partagé, mais je vais pas vous cacher que dans le cadre d'une maison de santé, finalement, un logiciel qui irait aussi à l'infirmière, au psychiatre, au médecin traitant, il n'y a pas encore, hein. et où tout soit bien partagé, en fait, ça n'existe pas. C'est pas pensé tel quel. Donc, on a des moyens de s'envoyer des parties, c'est déjà pas mal. Et sinon, là, pour le coup, l'espace santé, ce serait idéal que vous ayez vos dossiers et qu'on puisse y avoir accès avec votre accord. Oui, et puis après, ça renvoie, donc du coup, c'est vachement bien d'en parler avec le médecin généraliste, c'est-à-dire de pas... parfois, moi, j'ai des collègues qui sont généralistes qui me disent, ben, les patients ne veulent pas parler du traitement psychiatrique qui est géré par le psychiatre, et donc ça, c'est vachement important de s'ouvrir là-dessus. Et puis, un conseil qu'on donne souvent aussi, c'est bien d'avoir une pharmacie. Hein, c'est-à-dire que finalement, des fois, on se dit, on va à la pharmacie, et on y va parce qu'on y pense, parce qu'on est à tel endroit ou tel endroit. C'est vachement important d'avoir un suivi régulier. Et quand vous êtes suivi, entre guillemets, dans la même pharmacie, bah, c'est vachement constructif parce que ça permet bah, d'avoir un suivi, de se méfier, de créer une alerte. Et voire même, hein, un truc qui est vachement important, c'est que quand vous êtes dans une relation de confiance avec une pharmacie, bah, si un jour vous êtes en rade, il manque une boîte, machin, bah, le pharmacien il va jouer le jeu beaucoup plus facilement que si Ah vous oui. papillonnez parce que une fois vous le faites quand vous êtes à la boulangerie, la fois d'après vous le faites parce que vous sortez du travail, etc. Ça fait partie. Même si on a un peu oublié ça, c'est en train de revenir très fort. Les pharmaciens, ils vendent pas que des crèmes, ils sont là aussi pour vous accompagner dans vos soins et d'être fidèle, entre guillemets, à une pharmacie qui vous convient, dans laquelle il y a une confidentialité suffisante aussi, parce qu'il faut dire que des fois, on a un peu l'impression d'être exposé sur la place publique quand on est au comptoir. Mais si vous vous y sentez bien, que vous êtes en confiance, c'est super important pour votre suivi, pour vos renouvellements, etc. Parce qu'eux, ils sont en vigilance aussi sur toutes ces questions d'interaction, de suivi. Et C'est puis, ça, ils peuvent vous donner des infos, hein, des infos qui... c'est ça. Euh, donc, les soins somatiques, la coordination des soins, ça c'est super important de partager les choses. Et ce qui est vraiment, vraiment important, c'est comme j'en parlais, c'est que malheureusement, ça n'est pas que une double peine d'avoir un problème de santé physique et un trouble bipolaire, c'est une triple peine parce que l'un va aggraver l'autre et réciproquement, hein. C'est-à-dire que on le sait parfaitement bien si vous avez, par exemple, un patient bipolaire qui a une obésité, il a plus de risques de rechute qu'un patient bipolaire qui n'a pas d'obésité. Un patient bipolaire qui a une apnée du sommeil mal traitée, il va plus rechuter qu'un patient bipolaire qui n'a pas d'apnée du sommeil. Et ça, à l'infini de tout ce qui peut arriver. Là, je parle de choses fréquentes. La prise de poids, l'obésité, le surpoids, l'obésité, l'apnée du sommeil, les dysthyroïdies, mais il y a tout un tas d'autres pathologies et tout va être intriqué. Et on sait aussi que c'est vrai dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire que quand vous avez une maladie cardiovasculaire, si vous avez un trouble de l'humeur pas équilibré, vous allez avoir un moins bon pronostic. Donc ça, c'est super important. Est-ce que tu as des choses à partager sur cette question des soins Bah, somatiques, comment on se coordonne, comment on cherche le plus... ben, enfin, moi, je pense on a un petit peu, on a déjà abordé. Il y aura une question particulière sur la ménopause, où moi, je pense plus c'est les troubles de l'humeur de la ménopause qui doivent peut-être pas être Ouais. simples, mais je ne sais pas s'il y a un lien particulier ménopause et bipolarité. Ce qui est sûr, c'est que voilà, le fait que la vie puisse faire apparaître des états pathologiques, des maladies autres, comme tu le dis, enfin, on est tous des personnes globales avec notre manière de raisonner, notre psychologique, notre corps et notre expérience de tout ça, et tout est lié. Donc, il est évident que je retiendrai, et je pense que je retiendrai l'idée de, si vous êtes en bonne santé physique, on sait que les problèmes de poids, c'est pas simple, surtout quand il y a des médicaments qui vous ont fait prendre du Ah poids, oui. mais accepter qu'on puisse faire des choses. On n'a pas besoin forcément de se faire opérer et de perdre 50 kilos, même si ça peut être une solution, mais on peut perdre déjà 10% de son poids. Donc, si on fait une centaine de kilos, c'est 10 kilos, c'est pas forcément 30 kilos. Il y a des choses à faire qui peuvent faire en sorte que le reste aille mieux. Mhm. Et donc, je pense sincèrement que, effectivement, et avoir une approche préventive, même si là, on n'est plus dans la prévention, il y a déjà des maladies. Mais vu que le système de santé est en souffrance, si on peut faire en sorte que les gens aient moins de complications de leur Mhm. maladie avec des problèmes cardiaques, etc. Donc, oui, tout à fait. Mais on revient à la question du suivi, c'est-à-dire j'ai un trouble bipolaire, mais je vois régulièrement, et même si je me sens bien, je vois régulièrement mon généraliste pour faire le C'est ça. point, Faire des prises de sang, pour faire vérifier, faire attention à l'hypertension artérielle, faire, c'est ça. etc., etc. Et puis voir comment les choses se passent, est-ce qu'on a quelque chose à dire de ça, et c'est super important, c'est un facteur pronostic majeur. C'est aussi un facteur pronostic important, vital, hein, c'est-à-dire que malheureusement, on a deux causes de mortalité dans le trouble bipolaire, hein, c'est les maladies cardiovasculaires et le suicide.
Et ça reste deux causes de mortalité évitables, entre guillemets, dans le sens où on a beaucoup de stratégies préventives. Et donc, c'est super important d'être attentif à ça. On ne sépare pas le psychique du Mm. physique. Mm. Et puis, par contre, ça m'inspire un truc important, c'est qu'il faut faire attention parce qu'il ne faut pas non plus aller dans l'excès inverse qui est de dire la santé physique à tout prix. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, on n'arrête pas un traitement par lithium devant une insuffisance rénale débutante. Mm. C'est un problème de santé, il va falloir le coordonner, consulter, etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut changer tout le traitement. C'est une décision qu'il faudra prendre tranquillement et pas se précipiter. Il ne faut jamais se précipiter pour modifier les traitements. Je ne sais pas ce que tu en penses, si parfois tu es confronté à ça, ne serait-ce que même l'angoisse, même des médecins, hein, en disant, oh là là, il se passe un truc, mais attention, hein, en face, on a aussi une maladie C'est psychiatrique ça. sévère et c'est super important, quoi. C'est ça. Et alors, je pense que nous, on est plus nous allons aller dans le vieillissement les uns et les autres, plus on va faire attention à ce qu'on vous a appelé la iatrogénie, ces effets secondaires, parce qu'on sait que plus on vieillit, plus c'est délicat. Donc, je pense qu'on va plus facilement, quand la personne est très âgée ou voilà, où on sent qu'il y a un bénéfice à l'arrêter, le faire. Quand on n'est pas encore là-dedans, je pense qu'on va bien y réfléchir. Et par contre, un coup de fil au spécialiste, une lettre, alors c'est sûr que ça demande de la coordination, mais Euh, c'est sûr mm, que, je me souviens, c'est une anecdote un peu différente, mais une collègue qui avait un patient qui avait un neuroleptique retard, sans qu'elle sache trop pourquoi, qui mm, un jour s'est dit, mais ça fait, donc c'est-à-dire un médicament pour éviter les bouffées délirantes qu'il avait depuis des années. Mais il allait très bien, il était âgé, puis un jour elle s'est dit, mm, on va lui enlever. Et on a bien vu que ça décompensait tout, alors que mm, certes, il était âgé, il avait d'autres effets secondaires, mais il avait besoin de son traitement neuroleptique. mm. Et alors pour continuer, hein, Arthur pose une question. Effectivement, l'hypothyroïdie n'est pas un motif d'arrêt du traitement. L'hypothyroïdie, ça se traite super bien, c'est pas très compliqué. Le généraliste, en général, arrive à faire. S'il y a besoin, on voit un spécialiste, mais je pense que c'est des choses qui peuvent être faites aussi en médecine générale, non, Agnès? De quoi de L'hypothyroïdie traiter, bien simple, sûr, je pense voilà. à ça, je pensais à ça pour tout un tas d'autres choses. Après, c'est vrai que je me mettais à la place des patients, c'est un peu double peine. On vous donne un traitement qui marche, mais qui va peut-être vous donner autre chose et il faudra traiter l'autre chose. Donc, mais c'est pas double peine si on sait que le lithium, c'est effectivement, à mon avis, une des molécules qui fait que les gens enfin, sont bien stabilisés quand ils le tolèrent bien et vont bien avec. Donc, je crois qu'il faut juste l'expliquer et dire, ben, dans votre cas, entre enlever votre lithium et traiter, enfin, et éviter l'hypothyroïdie, il n'y a pas photo. Mais je pense que les gens qui connaissent leurs symptômes, ils le comprennent très bien. Oui. Il y a pas d'issue vraiment à mettre de côté la maladie et à dire, bon, bah, de toute façon, je m'en occupe pas. Enfin, c'est souvent des choses qui finissent pas bien. Même s'il y a des patients chez qui on peut arrêter, diminuer beaucoup les traitements, hein, mais c'est pas la même chose de ça que, ah ben moi j'ai un problème de santé physique, donc j'arrête, parce que comme je vous ai dit, un des facteurs pronostiques majeurs à moyen terme, ce sera la santé physique. Donc au contraire, il faut traiter la santé physique, mais surtout pas arrêter les soins, parce que sinon on rentre dans une spirale très très négative, qu'on voit malheureusement beaucoup, hein, et souvent du fait de décisions médicales hâtives, pas appropriées, et malheureusement souvent dans la troisième partie de vie, hein, où il commence à y avoir un peu tout un tas de comorbidités, problèmes rénaux, des problèmes vasculaires, des choses comme ça, où là les choses, Ça, elles peuvent la gériatrie. s'accumuler, ouais, Mm. des choses compliquées. Euh, Je voulais parler du problème de l'insuffisance rénale qui apparaît chez quelqu'un qui est sous lithium, par exemple. Et il y a, bah, quand c'est un spécialiste qui est très formel, faut arrêter, c'est mauvais pour le rein, même si le débit de filtration n'est pas du tout tragique. Je trouve que ce sont des... Enfin, faut faire attention, il faut aussi que les spécialistes sachent ce qu'ils font en disant faut arrêter. Voilà. Ouais. Moi, ce que Ouais. j'apprends à mes internes, c'est que je leur dis, donc ils seront les psychiatres de demain, hein, parce que nous, on partira à la retraite un jour et il faut que les gens ils arrivent pour nous remplacer. Euh, je leur dis, mais il ne faut pas que vous ayez honte de vos médicaments, en fait. Et il y a deux choses qui sont deux scénarios totalement opposés. C'est, oh là là, mon patient a du lithium, est-ce que le lithium peut être toxique pour le rein? Donc le néphrologue, il dit, bah oui, oui, il faut arrêter le lithium, c'est toxique pour le rein. Premier scénario. Deuxième scénario, mon patient souffre d'un trouble On va bipolaire. bien. Il est parfaitement stabilisé par lithium et tout, mais je vois que sa fonction rénale diminue. Que va-t-on faire? Sachant que c'est hors de question d'arrêter le lithium parce que j'ai envie que mon patient il continue à vivre bien. Donc, c'est quoi les solutions? Eh ben, selon comment on pose la question, vous avez deux scénarios complètement opposés. Et après, il y a toujours des dogmatiques hein, qui vont dire le lithium c'est toxique, mais ça, c'est des gens qui ne sont pas bien formés, qui n'ont pas l'intelligence de la situation. Mais clairement, oui, il peut y avoir de la iatrogénie, et j'ai refait le point là-dessus sur la littérature il n'y a pas très longtemps. C'est quand même rare l'insuffisance rénale sous lithium, hein. Ça concerne 5 à 10% maximum des patients exposés par lithium.
et parfois elle est tardive et d'évolution très lente, ce qui fait que, oui, les gens auront un rein très malade à 130 ans. Et moi, je dis souvent à mes patients provocateurs, je ne sais pas si vous arriverez jusque-là, mais on en reparlera. Et je leur dis, et je serai peut-être même plus là pour qu'on en parle. Donc, je ne sais pas sur quoi tu voulais rebondir, Agnès, mais Ah, je voulais dire que les anti-inflammatoires qu'on achète c'est le tous, pire. comme Ouais, l'ibuprofène, font beaucoup plus de lésions rénales que le bien sûr, lithium. bien Et sûr. pourtant, voilà, les gens ont du mal à, pas, à entendre que l'ibuprofène ou ce qu'ils achètent sans ordonnance, c'est beaucoup plus toxique et ils n'ont pas besoin d'une ordonnance pour l'avoir. En fait, la règle numéro un pour les patients, c'est que le message qu'ils doivent porter, c'est est-ce que je me sens stable et est-ce que je suis satisfait de mon traitement aujourd'hui, malgré cet effet secondaire ou malgré... Mm. voilà. Si c'est ça, c'est le postulat de départ, c'est comment on va aujourd'hui. Et puis après, les problèmes collatéraux, on les gère et on les gère sans trop de difficultés en général. Mais ce qui est dramatique, c'est d'arrêter de façon intempestive et de façon inadaptée. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet-là? Sinon, on a fait le tour et puis je parlerai un peu de les intervenants dans le trouble bipolaire augmentent de plus en plus pour une même personne. C'est Alors, ce que je comprends, c'est que oui, avec l'âge, forcément, il y aura des besoins, mais c'est lié à l'âge aussi, hein. Je veux dire, vous voyez plus votre médecin à 50 qu'à 20 et à 75 qu'à 50. Ça, malheureusement, c'est pas tout le Oui. monde, hein. Mais est-ce que Agnès, tu voulais ajouter quelque chose sur les soins somatiques et les interactions, la santé physique, la Non, iatrogénie? j'espère que le message est clair, que je crois que c'est important qu'effectivement, qu'il y ait au moins une coordination et pas hésiter à bien communiquer là-dessus. Ouais, donc on a, pour conclure un petit peu, on a abordé trois choses un petit peu différentes. D'abord, le parcours de soins avant le diagnostic, et c'est sûr que là, il ne faut pas hésiter de partager avec son médecin traitant, le médecin généraliste, bah, les doutes diagnostiques, le fait de souffrir d'une dépression. Est-ce que cette dépression, elle s'installe est-ce qu'elle résonne dans un contexte de bipolarité ou pas? De partager, faut surtout pas hésiter à consulter, à essayer d'aller vers le diagnostic, et que bah, le retard diagnostique, c'est pas non plus une fatalité. La deuxième chose qu'on a abordée, c'est un peu le parcours de soins une fois que le diagnostic est fait, avec la question de l'ALD, la place du généraliste qu'il faut voir quand même régulièrement, se maintenir en bonne santé physique, se coordonner, l'accès au centre expert, la communication entre le psychiatre, le généraliste, et le fait que le patient, il est acteur, il peut pas tout faire, mais il est acteur quand même de ses soins, le plus qu'il peut, à la mesure de ce qu'il arrive à faire, évidemment. Quand on est très en forme, c'est facile. Quand on va super mal, c'est dur. Quand on est un peu maniaque, on s'en fout un peu, mais dans la mesure du possible, avec l'idée qu'il y a des personnes de confiance, des personnes ressources qui peuvent faire relais, et c'est hyper important de partager. Ne pas oublier que les personnes ressources, les aidants, peuvent communiquer avec les professionnels de santé, dans le sens où les informations peuvent partir d'eux et aller vers le professionnel de santé. L'inverse n'est pas vrai, évidemment. Le professionnel de santé, il est tenu au secret médical, mais je veux dire, la plupart des médecins à peu près normalement constitués acceptent bien entendu, si le patient est d'accord, de recevoir les gens ensemble et de faire le point. Moi, je leur dis toujours, bah, franchement, je préfère qu'on se revoie ensemble, hein, on gagne du temps à partager ensemble. Donc, si ça va à tout le monde, on fait ça. Évidemment que je reçois jamais les tiers, les aidants seuls, sans le patient. Ça, c'est pas possible. C'est vraiment pas une bonne chose. Mais ça n'empêche pas aux aidants de faire une lettre, un mail ou peu importe, de communiquer avec nous. Et puis, on a terminé par la troisième partie qui est la question des soins somatiques, en disant que c'était important parce que c'était un facteur pronostic majeur des troubles, que les soins somatiques, ils sont justement coordonnés par le médecin traitant et le médecin généraliste, que c'est important les soins somatiques parce qu'il y a beaucoup de comorbidités physiques dans le trouble bipolaire. On a parlé des problèmes métaboliques, on n'a pas parlé du tabac, hein, avec tout ce que ça peut engendrer, sachant que le tabagisme est quand même beaucoup plus prévalent chez les patients qui souffrent de troubles bipolaires que dans la population générale. On a parlé un peu de la iatrogénie. Et puis, bah, je voulais profiter de la tribune pour vous donner des nouvelles. On a un projet qui s'appelle Bipovit, qui est un projet de recherche qui va se déployer dans beaucoup de villes en France, qu'on va coordonner avec nos collègues généralistes. Donc on vous le fera savoir, hein, via un peu tous les réseaux et les informations et les relais des associations. Avec un certain nombre de chercheurs, on est en train de développer un biomarqueur dont le but, ce serait, au moment de cette première ou de ces premières phases dépressives en soins primaires, d'avoir des biomarqueurs, d'avoir un process d'aide au diagnostic qui permettent le plus tôt possible de dépister un trouble bipolaire ou d'être rassuré, entre guillemets, sur le fait qu'il n'y a pas de trouble bipolaire dans l'état actuel des choses. On va mener une étude de validité de ce biomarqueur qu'on a décrit.
Cette étude devrait démarrer au premier trimestre de l'année prochaine, en 2025. On a été un peu retardé, mais ça y est, on est dans les clous. On attend l'autorisation éthique. La façon dont va se passer cette étude, c'est que pourront être inclus tout patient qui consulte son médecin traitant pour dépression et qui n'a pas encore de médicaments de traitement pour la dépression. Que cette dépression, elle soit bipolaire ou pas, c'est l'objet de l'étude. Et tous les participants qui seront inclus dans cette étude, ben, ils bénéficieront du biomarqueur d'une certaine façon, mais surtout d'un avis spécialisé pour avoir un diagnostic précis. Donc elle sera déployée, pas dans toute la France malheureusement, mais dans beaucoup de villes et on vous le fera savoir. Et dans tous les cas, si nos collègues d'Argos 2001 sont OK pour faire le relais, on vous donnera toutes les infos, etc. Et je pense que les familles, les accompagnants et les patients sont tous les bienvenus pour nous aider dans cette entreprise qui est très importante, qui est soutenue par un mécène, qui est une étude menée par le CHU de Montpellier pour avoir des biomarqueurs fiables, parce qu'aujourd'hui, malgré ce que vous avez pu entendre, et on en parle souvent, hein, il n'y a pas de biomarqueurs disponibles. De façon très personnelle et un peu engagée, je vous justement désengage à dépenser des sous dans les biomarqueurs qui sont aujourd'hui disponibles, en particulier celui d'Alcediag, qui est vendu mais sans avoir fait la preuve de son efficacité en France et en Italie aujourd'hui. Oui, Tu dois me merci. préciser le biomarqueur ou c'est pas la peine? Le biomarqueur, c'est un test sanguin, tu veux dire? Oui, un test, oui, pardon. Alors, un biomarqueur, c'est en fait une prise de sang qu'on fait dans le laboratoire en bas de chez soi et une analyse biochimique, biologique, comme on peut avoir pour tester le foie ou d'autres choses. Et le résultat en combien de jours? Alors, dans l'étude, il n'y aura pas le résultat immédiatement, mais après, l'objectif, c'est d'avoir un rendu peut-être dans la semaine ou dans les 10 jours qui suivent la prise de sang. Les processus biologiques, biochimiques qu'on utilise sont très simples. Donc, il y a juste une question de logistique, mais en tout cas très rapide. L'idée, c'est je suis déprimé. Est-ce que je prends un antidépresseur? Je ne sais pas. Je vais faire ma prise de sang. J'ai le résultat quelques jours, peut-être un peu plus d'une semaine après. On précisera ça dès qu'on aura un peu plus d'infos sur la logistique. Voilà, quelques jours, quelques semaines, c'est le temps de revoir le généraliste pour qu'il dise oui, là, vraiment, il faut quand même qu'on traite, ça va pas. Et le résultat va dire ben là, attention, il y a une forte probabilité de bipolarité et donc d'activer un circuit de soins spécifique ou alors de rester dans le soin courant de la dépression qui est pris en charge à 75% en médecine générale en France quand même, hein. Enfin, ce qui est pas, d'ailleurs, ce qui est le cas dans plein de pays européens, même encore plus en Angleterre et ailleurs. Donc, Bon. c'est le généraliste, ce sont les généralistes qui vont faire l'étude. C'est eux qui vont Oui, entre autres, puisqu'on est partenaire pour cette étude avec les généralistes. Par contre, Il faut des biochimistes quand même et des gens voilà, pour... il y a des chercheurs en biologie et puis il y a des psychiatres aussi pour avoir ce qu'on va appeler le gold standard, c'est-à-dire le bon diagnostic, puisqu'on compare l'efficacité du biomarqueur à un bon diagnostic fait dans les règles de l'art, ce qui prend quand même 2 ou 3 heures. Donc on ne peut pas demander à un généraliste de faire, évidemment, compte tenu du flux de patients et des choses à faire. Ah oui, vous voyez, donc ce Tous sont les les... participants à l'étude seront vus par leur généraliste, Et auront une pas- prise de sang, une analyse biologique et seront vus par un psychiatre expert. Mais ça se passera dans le cabinet du médecin généraliste ou... Non, ça se passera dans le centre de recherche. Donc ce sera dans un centre hospitalier, mais il y aura des centres hospitaliers de proximité et des CHU pour être un peu plus représentatifs. Alors malheureusement, ça sera beaucoup en Occitanie, en région Occitanie, parce qu'on a beaucoup de partenariats en Occitanie. Ça sera aussi, on a des partenariats avec Nantes, Non. avec la Corse, avec la région de Marseille et de Toulon. Et puis on verra si on ouvre d'autres centres en fonction des moyens et des inclusions. Et on sera ravis de vous tenir au courant de cette étude. On ne dépasse pas la Loire, si j'ai bien compris. C'est le hasard en fait. C'est le hasard des équipes aussi de médecins généralistes qui sont motivés pour travailler avec nous. Euh, Hmm. Et des rencontres. c'est les Et il faut rencontres. Et combien de patients? il y aura 630 patients inclus dans l'étude en 2 ans. Et le plus vite on va, le mieux c'est. Bien sûr, bien sûr. Question, est-ce que ce sont des patients qui sont en tout début de dépression ou première dépression, ou alors même s'ils ont fait plusieurs étapes dépressives, C'est possible, même si c'est plusieurs épisodes, mais il ne faut pas avoir de traitement au moment de la participation au projet pour une raison simple, c'est que le traitement peut biaiser l'analyse et on ne veut pas un biomarqueur du traitement, on veut un biomarqueur. Ce qui est aujourd'hui disponible sont plutôt des biomarqueurs des traitements, malheureusement, ce qui fait qu'ils ont un intérêt très restreint.
les traitements ont des effets biologiques et donc ce qu'on veut, c'est éviter d'avoir un facteur confusion du traitement. Donc l'idée, c'est avant le traitement. Merci. Mais il peut y avoir eu des épisodes dans le passé. D'accord. Et on peut s'attendre à un avis positif de la HAS en 2027, une commercialisation, et à quel coût? Quel terme? L'étude doit durer 2 ans, donc 2025-2026 en plein. On devrait avoir en 2027, effectivement, on soumettra avec un partenaire industriel le projet à l'HAS en 2027. On est déjà en travail avec l'HAS pour faire les choses dans les clous. Et si l'avis de l'HAS est favorable, on rentrera dans un accès probablement gratuit dans ce qu'on appelle le forfait innovation, s'il existe toujours en 2027. Un forfait innovation qui permettra aux patients d'accéder à l'innovation gratuitement pendant un certain temps, le temps que se finalise la question du remboursement, qui est une étape complémentaire. Mais c'est une étude qui est très simple et si elle marche, effectivement, on aura un résultat et une capacité à agir immédiate. Et si elle ne marche pas, puisque c'est la Ça question d'après, fonctionne. Si ça fonctionne. ça fonctionne, voilà. Si ça fonctionne pas, cette étude va être l'occasion de construire une banque biologique, c'est-à-dire que les échantillons vont être conservés. Et cette conservation d'échantillons va permettre de tester toutes les hypothèses possibles pour aller chercher, s'il en existe un biomarqueur qui permettra de répondre à cette question de façon, entre guillemets, définitive. Donc, on est super confiant sur le fait que on pourra vous raconter des super choses. Et sont prévues 2 analyses intermédiaires, ce qui fait que dès que l'étude va démarrer, au bout de 9 à 12 mois, on pourra déjà vous donner des L'info. directions, des infos, à la fois sur ce biomarqueur-là ou sur d'autres biomarqueurs. Eh ben, rendez-vous en décembre prochain. Hein. Mais oui, tout à fait, avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie tous. Je remercie Argos pour l'invitation. Merci Agnès de t'être prêtée à ce jeu de questions-réponses. Je pense que c'était super pour la communauté de pouvoir t'accueillir. Et puis, merci à tous pour votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vois mon ordinateur qui me dit batterie faible. Je C'est pense l'heure. que c'est le moment de se quitter. Oui. On reste à votre écoute, à votre disposition pour les suggestions et les questions. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Bonne beaucoup, soirée. Merci monsieur. beaucoup. Bonne soirée. Merci Et, beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Madame Agnès, merci beaucoup d'être venue. On est ravis d'avoir fait de votre connaissance, de voir un médecin généraliste en chair et en os, pratiquement. C'est assez formidable pour nous. Bon, Après, voilà. je représentais une de nos consoeurs qui fait l'étude particulièrement avec Raoul Belzo, qui vient d'avoir 2 petits jumeaux, donc qui est plus jeune que moi. Mais vous verrez qu'il y a des médecins généralistes en chair et en os. Après, il y a un vrai problème politique de ne pas avoir formé des médecins généralistes. Donc, on va quand même avoir, à mon avis, 10 ans très, très, très difficiles en France, là. Mais Merci bon, beaucoup. Bonne soirée et une merci. prochaine fois pour, Ouais, avec plaisir. voilà, pour voir s'il y a eu des progrès. Merci. Au revoir, madame. Merci. Merci beaucoup. Merci.